Oh, allez! Ouais, bonsoir tout le monde, j'espère que vous êtes chaud, Nation Noir 3! Bonsoir à tous les amis, on espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Oh oui. Avec ce temps de merde d'ailleurs sur la région parisienne, j'espère que c'est pas pareil partout en France les amis, parce que franchement, c'est pas les journées qu'on préfère. Bienvenue à vous les amis, c'est le journée 2 du qualifieur. Je suis en compagnie de Momanus, bien sûr. Je suis en compagnie aussi d'un docteur. D'un docteur de qualité. Allez, voilà, docteur Yogo, toujours dans la place. On espère que vous allez bien les amis. Il y a aussi Imre qui est là, qui est en haut pour le moment. Il nous fait aussi un peu de production. Imre multicarte les amis. On espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée aujourd'hui. On va enchaîner avec du fat mon bon moment. On aura le Canada, la Belgique, la Suisse et le Brésil qui vont s'affronter dès aujourd'hui. Et on rappelle encore une fois qu'il n'y aura qu'une seule équipe qui va passer. Ouais, qui va se qualifier pour le tournoi Nation Noir 3. Et en fait, moi je trouve ça vraiment excitant en tant que commentateur, même joueur, même observateur. On va voir des surprises, on va voir des gens qui n'étaient pas là au début, mais d'un coup, pom, ils vont exploser. Des surprises, il y aura pas mal de choses. Après, quand tu regardes les quatre équipes, les 4 nations, tu dis quand même le Canada, ça devrait passer, tu vois. Parce que quand tu vois que le Canada, il y a Huck, il y a Scarlett et il y a Destro. Je veux dire, après une équipe comme ça, surtout que Huck, il a bien farmé le jeu, hein, avec ses bons petits. En plus, quand tu traînes avec MC pour faire les Archon mode et tout, je pense qu'il doit connaître bien son mode de jeu. Ouais. On va faire un petit point sur les équipes, bien évidemment, mais juste avant, les amis, on va vous rappeler qu'est-ce que les Nation Noir 3. On a une petite vidéo pour ça récapitulative qui vous explique tout ça en 1 minute 30. On vous dit à tout de suite. À tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue dans cette petite vidéo spéciale Nation Noir. Funka, comment ça va? Eh ben ça va très bien, et toi Ponf? Patatos, bah bien sûr, je n'ai pas été voté malheureusement, mais en tout cas des pays et des joueurs, il y en a 90 joueurs, 30 pays qui vont participer à ces Nation Noir numéro 3. Donc voilà, on fait une petite vidéo pour vous expliquer le format de ce grand tournoi qui va nous réunir jusqu'à mi-janvier. Exactement, alors tout d'abord, pour ce qui est du format, parlons un petit peu des matchs. Comment ça se passe? Ce sera du BO7. Chaque nation a voté 3 joueurs qui vont constituer l'équipe nationale de chaque pays dans Nation Wars 3. BO7, ce qui implique que tout simplement, une fois que vous n'avez plus de joueurs, c'est un match en format all-kill, à chaque fois que vous perdez un joueur, quand vous avez perdu vos 3 joueurs, vous pouvez en ramener un à la vie. Ce qui nous amène à un BO7. Voilà pour le format des matchs. Ensuite, le format du tournoi en lui-même. Ouais. Un tournoi qui va être divisé en 4 étapes. Première étape, ce sera les qualifiers. Nous avons 18 pays qui se sont inscrits pour pouvoir participer au group stage de Nation Noir. Donc on a 18 pays et sur ces 18 pays, on va en garder 4 tout simplement parce qu'on les rajoute aux 12 pays qui sont déjà qualifiés dans la phase numéro 2. La phase numéro 2, ce sera une phase de groupe tout simplement. 16 pays, groupe de 4 et à l'issue de cette phase de groupe, nous n'aurons plus que 8 pays. Ce qui nous amène, si vous avez bien suivi, et je pense que vous avez bien suivi, au quart de finale, 8 nations qui vont se jouer directement en élimination directe. Vous jouez une nation en quart et si vous gagnez, vous passez à la 4e phase qui verra s'affronter ces 4 nations d'abord dans une demi-finale puis dans la grande finale de Nation Wars 3. Les dates importantes à noter, sortez vos agendas. Donc ce sont les qualifs qui commencent le 19 novembre, 19, 20, 21, 22. C'est maintenant, c'est aujourd'hui d'ailleurs. Il y a le 22 d'ailleurs, le dimanche 22 à 18h. En ouverture d'émission, on aura une grosse annonce sur la salle à vous faire. Ensuite, ce sont les... Group stage simplement avec nos 16 pays, le tournoi principal qui commencera donc début décembre, le 3 décembre et ensuite les quarts de finale, donc la 3e phase de ce tournoi international qui aura lieu donc les 2 et 3 janvier 2016. On sera complètement dans le turfu Funka. Et finalement, les demi-finales et les grandes finales qui auront lieu, comme on l'a dit, sur scène dans une salle de spectacle de ouf et qui auront lieu donc le 13 janvier 2016. Et ça va envoyer du bois, ça va être lourd. Ça va être très très lourd. Et vous savez pourquoi? Parce que c'est Nation Wars tout simplement. Et Nation Wars, si vous avez bien suivi l'histoire, c'est donc la 3e édition. J'ai envie de danser comme ça. Qu'est-ce qui se passe? De l'excitation? La France contre la Pologne? Et surtout, la Norvège, pour le moment, a trusté la première place. C'est ça. La question va être de savoir est-ce qu'ils vont faire une 3e fois, sachant que la Corée a aligné
les joueurs Kespa. Autant vous dire que la bataille va être rude. C'est ce qu'on verra dans ces Nation War 3 qui commence et ben maintenant sur OGaming TV StarCraft 2 et également OGaming TV International puisqu'il y a un stream anglais avec Todd, Apollo et Funka qui parlent anglais, personne n'était au courant. Donc voilà, on vous donne rendez-vous sur les streams ou à la grande finale. À toutes. Et voilà, j'espère que vous avez tout compris grâce à cette magnifique vidéo. Moi j'ai tout compris. Bon, j'avais compris déjà avant. Et bon, pour ceux qui ne savaient pas qu'est-ce qui se passe, voilà, vous avez toutes les informations. Mais il y a quelque chose d'autre qu'on va encore vous envoyer. Oui, c'est vrai. Mais juste avant, je vais vous préciser, comme vous l'a dit Funka, Funka, vous ne le retrouverez pas sur la table FR pour cette période de qualification. On les a mis avec les casteurs anglais. Donc si vous voulez voir un peu comment se démerde Funka en anglais, allez triper un peu avec Funka. N'hésitez pas à aller le voir, allez le soutenir. En plus, Funka est très bon en anglais, casse vraiment bien en anglais. Franchement, il est doué, quoi. Il est doué, c'est ça. À force de faire beaucoup d'événements avec des étrangers, tu deviens ton anglais commence à devenir fort. Et là, on le voit, on remarque Alex qui a progressé, qui parlait bien en anglais, mais tu vois qu'il progresse de plus en plus, même quand tu es au top, tu peux monter toujours. Donc voilà, si vous voulez voir Funka, n'hésitez pas à passer voir un peu comment ça se passe sur le stream anglais, c'est sur OG Inter. De toute façon, quand vous êtes sur ogaming.tv, vous avez accès aux 2 liens. Bien joué, Tati déchire, comme vous pouvez le voir ici, ils sont en train de faire la présentation comme nous. Et donc les amis, on a une deuxième vidéo à vous présenter pour se rappeler un peu qu'est-ce que les Nation Wars. On est déjà au 3e, mais juste avant il y avait le premier qui était d'anthologie, il y avait aussi le 2e. Et pour la chaleur, parce que qu'est-ce qu'on s'est éclaté sur Nation War 2, rien que d'y penser. Ah, c'est directement, d'accord. Donc du coup, on va plutôt faire un point, excusez-moi, sur la journée d'hier, avec les meilleurs matchs. Vous allez voir, il y a eu des moves avec un disrupteur à un moment qui était magnifique, le move du banning aussi qui était très sympa. Donc on vous montre les meilleurs moves d'hier, les amis, et ensuite, on part sur la présentation des matchs. À tout de suite. À tout de suite. Before the games today, I was expecting a USA and Ukraine finals for sure. Honnêtement, je m'attendais à une Ukraine qui passerait la soirée, qui se qualifierait pour la suite des Nation Wars face aux USA. Donc au niveau des pronos, ça allait. Premier BO7 où on a vraiment de la surprise, où on arrive au 4-3, où il y a un revive, donc Lace qui est utilisé des deux côtés. The game turned out to be a lot different than I anticipated, with Rainer opening with 3 kills. Ça a ouvert par Demonizer contre Nathanias, donc on a pu voir le grand Nat en action et il a gagné en TVT, donc de très belle manière, c'était très très propre. State carried this team through victory, while beating every single person in the Venezuelan lineup. Pour moi, le top move, c'est un move de State qui lamine complètement l'armée de Thunder. Donc c'est dans la 4e game et avec 2 tiers de disrupteurs. Où il en fait un premier qui génère le blink et le deuxième qui va accueillir tous les stalkers. Et là, la pop qui chute de 32 pop direct, donc et qui signe la fin du match. Donc je pense que c'est ce move-là que je retiendrai. The MVP move today for me was definitely Nathanias with his dropships when he did the catch of the 3 medivacs that when I was casting, I went crazy about it. Nathanias had the play of the day, was the MVP for me. Where he actually loaded up a medivac to chase down the opposite medivac onto the island and took out 3 medivacs, 3 opposite medivacs full with tanks and marines, and actually won the game with that move. That was definitely the best move out of this match. Le best move de la game, je dirais que c'est rencontre Bly contre Vinny, Vidi, Vince. On a un moment où on est sur la rampe. Et c'est très intéressant parce que Bly arrive avec ses Zerglings, il monte un petit Zergling en haut pour voir ce qu'il attend et il voit qu'il y a un petit pack de Zerglings, à peu près le même nombre que le sien et 2 banlings. Il va avoir le temps de redescendre, de remonter un Zergling pour choper un banling, pour choper le 2e banling et derrière quand il va attaquer avec ses Zerglings, il va réussir à prendre une configuration de fight qui va lui être favorable. Donc en gros il va arriver avec moins d'unités et il va être capable de faire du dégât. Casse contre Puck aussi. Sur chantier orbital où il y a des disrupteurs qui pètent dans tous les sens et à la fin il y a 49 kills pour un seul disrupteur. Donc voilà, c'était juste une soirée de dingue. On a eu des moves absolument extraordinaires. Si vous les avez pas vus, allez regarder les replays. Nous, on s'est enflammés. Comme on disait là avec Yoko, c'était vraiment fou, c'est dans le parce que tous les moves sont bons, hein, mais dans le dernier move, vous l'avez vu avec le disrupteur qui suit la bioball, ce qui est fou c'est qu'on voit le mec steamer pour échapper au sort du disrupteur et la boule suit exactement la direction. 360 degrés les mecs. C'est un monde en 2D, il y a 360 degrés et le mec part exactement dans
dans le degré où ce move m'a rendu totalement ouf. Donc voilà, ça c'était pour les best moves d'hier. C'était quand même de la qualité. Qu'est-ce que t'en as pensé? Bah, franchement, il y avait des matchs de fou. Hein. Moi, j'ai bien kiffé le moment où, tu sais, je crois que c'était le premier match, c'était Ukraine contre l'Italie, où Bly dit bon bah je vais les rouler dessus 4-0. Ouais. Il y aura pas facile. Je me suis entraîné comme un malade et tout, et qui se prend direct une baffe par le petit Rainer là, et qui commence à faire 3-0. Tu dis attends. Mais Bly, il va falloir que tu travailles. Bly, c'est maintenant que tu dois faire un all kill. C'est maintenant ou jamais. Et qu'il le refait. Je trouve que c'est une histoire qui est beau, quoi. Ouais, genre, il a parlé, il a pris cher, il a pris une claque, mais il s'est réveillé et il a tout retourné. Donc, et après qu'à la fin, l'Ukraine gagne, bah, ça joue dans rien d'une personne. Hein. Ouais. Yogo, toi, il y a un moment sur lequel tu aimerais revenir? Non, bah quand je revois les moves, le même que le tien. Franchement, le distributeur, j'ai l'impression qu'il a marché sur un vieux chewing-gum. Tu sais, le terrain, dès que ça le suit, il n'arrive pas à s'en débarrasser. Non, c'est vraiment sick. Mais c'est là où on voit tout ce que Blizzard a voulu faire dans le jeu. Il y a le man game. Tu as l'aspect technique, mais si t'es pas malin, ça va pas le faire. Et on va en avoir masse avec Legacy, des moves comme ça. Ouais, clairement. Moi, je suis tellement confiant pour cette extension, enfin pour ce stand-alone, on rappelle. Car si vous voulez acheter le jeu, on vous rappelle que vous n'avez pas besoin d'avoir Wing of Liberty ou HOTS. Vous pouvez juste acheter le jeu, donc je crois qu'il est à 49 €, 50 $, un truc comme ça. Et quoi qu'il se passe, vous avez accès à tout Même le pas, jeu. C'est 39. Ah, c'est que 39 €. Mince, excusez-moi. Non, ça doit être la version. Collector, c'est 59. Voilà, Collector qui est 59, qui est fort sympathique. Ouais. Mais bref, après, ça dépend de votre amour vis-à-vis des jeux Blizzard. Du coup, on va vous présenter les matchs d'aujourd'hui. Et oui, c'est important à se dire parce qu'on a déjà 13 équipes, nations dans les Nations Noires. Parce que hier, il y a Ukraine qui s'est qualifiée. Maintenant, qui est la 14e? Qui va se qualifier entre 4 nations? On a Canada contre Belgique en premier match. Et on a Brésil contre Suisse. Quand tu regardes ça, tu dis... tu penches pour une équipe, bien sûr. Hein. Tu peux voir maintenant le bracket qui est magnifique. Et là, si on devait se dire, ça va être quand même... moi, je mettrais... si je devais mettre de l'argent, je mettrais pour Canada. Alors après, on va faire un peu nos pronos et je t'avoue que je pense aussi que le Canada va plutôt bien s'en sortir. Donc là, vous pouvez voir le tableau qui récapitule du coup les 4 jours qu'on va vous faire, les amis. Ça a commencé hier. Donc vous avez eu ça, Venezuela, Ukraine, Italie. Ça s'est fini hier. C'est donc l'Ukraine qui est qualifiée. Aujourd'hui, on vous fait le Canada, Belgique, Brésil et Suisse. Et les 2 prochains jours, donc samedi et dimanche, on vous fera la Nouvelle-Zélande comme l'Australie et le Japon. Très pressé. Je crois que le Japon c'est demain. Très pressé de voir. Ouais, le Japon c'est demain, les amis. Très pressé de voir le Japon. Kérim a vraiment dit qu'au niveau du Japon, on les connaît pas, mais qui sont ultra motivés de venir en France. Et les derniers sur lesquels Kérim avait dit ça, je crois bien que c'était le Mexique. Et le Mexique avait tout cartonné et était arrivé ici grâce à Major aussi. Mais c'est assez intéressant en fait de se rendre compte qu'on a beau être sur un format Team Kill pour ces Nations Noires. À chaque fois qu'on avait l'impression qu'il y avait une équipe où il y avait un homme fort et 2 hommes plus faibles, à chaque fois, les équipes qui ont réussi à traverser les étapes sont les équipes où l'homme fort a été fort, mais où les 2 hommes qu'on estimait plus faibles ont su tirer leur épingle du jeu et ont su aller chercher des maps là où on les attendait pas. Comme l'Ukraine, on va dire. L'homme fort, c'était Bly, les 2 autres avaient moins joué, mais ils ont quand même, contre l'Amérique, gagné leur map. C'est-à-dire, grâce à ça, Cass, Dimaga, qui ont gagné leur petite map. Ouais, il m'a rendu fou. C'était beau. Est-ce qu'on va voir la même chose? Alors, je sais que le Japon, ils sont... ils sont à fond. Dès qu'ils voient une compétition, ils vont s'entraîner dans leur coin et ils jouent comme des malades. Ils sont très honorés en plus que. Exactement. Il y a des gens qui pensent au Japon. C'est vrai que dans StarCraft 2, quand on y pense, c'est pas. Des joueurs comme ça, avec cette mentalité, sur un jeu qui est nouveau parce que c'est Legacy of the Void, ils pourraient nous montrer vraiment du bon niveau et surprendre tout le monde parce que certes, tu as des grosses têtes, tu as des mecs qui sont super chauds, qui étaient forts à HOTS, mais qui n'ont pas non plus joué comme des malades sur Halo TV. Donc il y a toujours des petites surprises, des petites, comme là on pourrait voir contre Canada, Belgium. Si la Belgique, s'il y a des joueurs qui ont beaucoup joué, on pourrait voir des surprises, tu vois. Tout à fait. Et puis comme disait Imre aussi hier, au final, même si c'est pas tout à fait ça le format Nation Noir, on peut aussi le comparer à un format un peu Pro League / GSL, c'est-à-dire que si jamais vous voulez préparer vos matchs, vous pouvez le faire, vous connaissez en avance les équipes, donc les noms des joueurs,
joueurs, donc vous connaissez les maps, vous pouvez commencer à vous préparer. C'est pas aussi pointu qu'une GSL parce que bon, normalement vous connaissez la map et le joueur et vous savez exactement à quelle heure vous allez jouer. Là, il y a un peu plus de paramètres random, mais encore une fois, si une équipe veut vraiment se préparer de manière forte et on va dire profonde, je vais te rappeler des choses, ça. Comment C'est beau, c'est beau. Ça passera nickel. Voilà les amis, du coup, on va regarder un peu les fiches des joueurs, Voilà. mon Yata. Commençons par le Canada. Canada et Belgique. On va commencer par l'équipe, je sais pas, comme tu veux, Yata, du Canada. Vas-y, go Canada. Commence par les forts. On va dire c'est les plus forts, c'est ceux qui sont plus renommés, ceux qui ont fait quelque chose sur HOTS et sur Wings of Liberty. Ces 3 joueurs qui sont expérimentés. Scarlett surtout, voilà. hein. Scarlett, c'est vrai que ça fait... Après, tu me diras... Après, et voilà, le point en fait, c'est que là, on voit les 3 joueurs. Ouais. Là, je me dis, est-ce que Scarlett a beaucoup joué sur Legacy of the Void? Est-ce que Scarlett s'est mis dedans? Parce qu'on sait qu'à la fin d'HOTS, elle n'était plus là. Ouais. Elle ne jouait plus, elle avait fait un break. Ouais. Et là, à ce moment-là, on ne sait pas, en fait, nous, on est dans le noir. Est-ce qu'elle a beaucoup joué? Alors, contrairement à Huck, lui, on sait qu'il a beaucoup joué. Il a farmé avec MC les Archon Mode. Ils ont gagné pas mal de compètes. Ils ont roulé sur pas mal de monde. Donc, c'est-à-dire lui, il a déjà l'expérience de savoir qu'est-ce qu'il faut faire sur Legacy of the Void. Tout à fait. Et après, on a Desro qui, lui, il avait arrêté HOTS depuis, je crois, 3 mois pour se mettre sur Legacy of the Void. Donc, c'est-à-dire que lui, c'est le joueur normalement qui est, on va dire, plus faible de l'équipe, mais qui pourrait être aussi chaud parce qu'il s'est entraîné depuis le début et qu'il a joué. Et donc, quand tu joues le plus, tu as de l'expérience et tu as des nouvelles strats qui sont sorties, des strats qui s'est pris et tout ça. Donc, tout à fait d'accord. Et en plus, je me rappelle parce que Destro, justement, sur la bêta, je l'ai joué plusieurs fois. Et cet enculé m'a bien. Bon, on n'est pas du même niveau de jeu, c'est normal. Mais il m'a défoncé, mais en mode. En gros. Mais c'est pour ça que je fais ce parallèle là, parce qu'on s'en fout hein, de mon niveau de jeu, mais c'est qu'il y avait un certain metagame qui était posé en TVP, et en fait lui commençait déjà à jouer Phoenix pour contrer le metagame des joueurs Terran, alors que les autres joueurs ne le faisaient pas forcément. Donc je te rejoins, je pense aussi que Destro a une très bonne connaissance du metagame et de tout ce qui est possible de faire dans LOTV, et donc que du coup, même s'il paraît le plus faible de l'équipe, il faut s'en méfier, c'est un joueur qui va pouvoir sortir des cartouches. Peut-être que ce sera peut-être lui qui mettra plus de points que Scarlett, qui a peut-être pas joué du tout, tu vois. C'est ça le point où on ne sait pas. On le dit, on ne sait pas du tout quel est le niveau de Scarlett. Est-ce qu'elle s'est entraînée beaucoup sur Legacy of the Void? On ne verra pas, on ne saura pas. On le saura peut-être tout à l'heure, ce soir. Maintenant, la Belgique. Donc, c'est bien sûr Canada contre Belgique, le premier round. Alors, on va voir les Belges. Pendant que la Belgique arrive, juste Yogo, j'aimerais avoir ton avis sur Scarlett. Tu penses qu'elle va être dans quel mood? Bah moi déjà, rien que le fait de l'avoir, c'est déjà un très gros signe, parce qu'elle avait dit, fin d'HOTS, je me barre. J'arrête ma carrière de pro gameuse, je vais faire du Dota 2 pendant 6 mois et je reprends les études. La voir revenir sur StarCraft 2, surtout qu'il fallait s'inscrire au début. C'est quand même un signe comme quoi elle a envie de jouer. Tu vois, la passion de StarCraft 2 revient. Et moi, je trouve ça plutôt positif. Parce qu'elle fait partie des joueurs des joueuses qui vraiment ont un talent de ouf. Alors, on a vu qu'au passage sur Legacy, un talent, ça ne suffisait pas. Il fallait jouer au jeu parce que ça n'a rien à voir. Mais que le fait de l'avoir là, c'est qu'elle a envie, qu'elle va essayer. Et je suis pas sûr qu'elle ait le gros niveau de ouf. Mais je pense qu'elle va nous sortir de belles choses. Je l'ai vue à la Paris Games Week, qui a fait quelques matchs ou autres. Elle était à la Paris Games Week pour Acer, si je ne me trompe pas. Et elle était là-bas pour juste un stand, pour jouer à CSGO et pour jouer à StarCraft 2. Donc après, peut-être qu'elle aime Paris et qu'elle veut revenir à Paris, tout simplement. Parce qu'elle a bien kiffé, elle a bien kiffé la Nation War 2 en regardant et tout. Elle s'est dit, vas-y, go. Enfin, on ne s'est pas qualifié au Nation War 2. J'en suis sûr qu'au Nation War 3, si je m'entraîne un petit peu, pourquoi pas, tu vois. Je pense qu'il y a ce petit point aussi de la compétition. Elle est toujours allée là sans être là. Et en plus, quand tu réfléchis, les 3 joueurs canadiens, enfin, je vois pas quelqu'un d'autre remplacer Scarlett, tu vois. Et puis je pense qu'ils s'entendent bien en plus. Non, j'aime beaucoup votre analyse. Je pense aussi que c'est très bon signe. Et puis comme l'a dit Yogo, c'est vrai que c'est elle qui a dû faire le pas de s'inscrire. Donc normalement, c'est vrai que ça veut dire que qu'à la fin, en fait, tout simplement. Donc ça fait très plaisir. J'espère qu'on aura une Scarlett super en forme qui va envoyer le poulet. Comment? Oh, espérons-le. Elle nous surprend tout le temps. Alors, est-ce qu'on peut avoir la fiche de la Belgique? Parce que c'est Canada contre Belgique. L'expérience contre nos amis belges. Parce que si on compare les 3 joueurs avec ceux-là, c'est l'expérience contre l'inexpérience. Nous avons Great Teacher, qui est, je crois, français et belge, un Terran. Un franco-belge, donc. Franco-belge, oui. Et qui a fait, je crois qu'il avait déjà fait des... je crois que c'est presque les 3 joueurs qui ont fait des underdogs. Je suis pas sûr pour Ares, mais qui a montré un petit peu de niveau et tout. Mais son ratio contre Terran et Protoss, c'est tendu. Hein.
En face, il y a 2 Protoss, un Zerg. Ah, lui, ouais, j'espère qu'il va tomber contre Scarlet, parce qu'il a l'air d'être C'est spécialisé. les pourcentages, c'est ça? Ouais, c'est les pourcentages. Donc 27% de win contre Terran, 69% contre Zerg, 14% contre Protoss. Ça doit être les stats Aligulac. J'irai demander à Imre. Ouais, c'est vrai que ça fait un peu peur. Mais sur après, 14. au début, ça a fait rigoler parce qu'après, je dis ah 14, il a pas joué beaucoup de games. Je dis, ah merde, non, c'est le ratio. Mais ouais, c'est le ratio. Ouais, mais après, c'est le ratio à HOTS, on est d'accord. Voilà, non, il faut quand même, pour relever Je vais la me chose, renseigner. Je faut vais te toujours dire se dire que c'est le genre de joueurs qui vont pas forcément être mauvais. Mais en fait, tu vas faire un round, 2 rounds dans un gros tournoi et bam, direct, tu vas tomber contre un gros joueur et tu te fais massacrer. Ouais. Ça veut pas dire que tu es mauvais, ça veut juste dire que des fois, tu tombes tout de suite contre des joueurs au-dessus de toi. Et tant que tu n'arrives pas à les battre, t'es jamais sidé dans les tournois, que ce soit tout ce qui est Go For, les Otak et compagnie, et du coup jamais en fait t'arrives à dépasser le premier round, sauf si un jour, soit t'as un peu de chance, ou t'arrives vraiment à faire monter ton niveau, et tu restes comme ça un peu dans le fin fond parce que t'es coincé au niveau du seeding, donc voilà, c'est des stats qui vont très mal, Ouais. et voilà, j'essaie d'un peu de relativiser les choses quand même. Non, mais t'as tout à fait raison. Et puis en plus, t'as l'expérience pour le faire parce que tu sais ce que c'est que. D'ailleurs, j'ai vu, toi, t'es passé GM, toi, hein? Oui. Parce que je crois que vous trolliez Imre avec Pouilleux, c'est ça? Toi, t'es passé bien GM, sûr, Pouilleux bien aussi, sûr. et pas Imre. C'était ça l'histoire? C'est ça. Parce que le Il GM a fallait lancer changé, une petite pique. Parce qu'on a juste 30 secondes là. Tu peux expliquer rapidement aux gens les changements du GM par rapport à avant? À l'heure actuelle, en fait, normalement, ce qu'ils ont annoncé, en fait, ils avaient annoncé beaucoup de changements et je crois qu'ils ne sont pas encore tous actifs, donc je suis pas sûr. Ouais. Mais normalement, la GM n'est plus en fonction du MMR, donc en fait, au niveau relatif que tu as suivant Battle.net, mais au niveau du nombre de points. C'est les 200 premiers masters qui sont Grand Master. Et du coup, si tu descends niveau points, en fait, t'es sorti. Ça peut bouger non-stop. Alors qu'avant, un Grand Master, fallait une inactivité de 2 semaines. 2 semaines. Il fallait 180 points bonus, c'est ça qui correspondait à 2 semaines. Il avait réduit à la fin 1 semaine. Mais voilà, le mec est tellement à fond dans le jeu qu'il sait pas c'est combien le nombre de jours, il se repère au point de réserve. Et il me dit c'est 180 points, il est génial. Parce qu'en fait, si tu joues une journée, tu vois, et tu crames tous tes points bonus, tu peux jouer 4 jours dans le mois. Mais c'est les points bonus en fait qui comptent. D'accord. Si tu les crames pas, ça correspond justement à 2 semaines d'inactivité. Et ça, je trouvais ça vraiment nul parce qu'il y a des mecs, genre il était GM et il jouait une fois tous les mois juste pour jouer, pour perdre les points bonus, une fois tous les 2 tout semaines. à fait d'accord. Moi je me rappelle même d'une époque où c'était Hill, je crois, un joueur français qui avait 3 comptes en Grand Master. Et c'était une époque où à peu près tous les joueurs qui avaient un compte en Grand Master, on avait au minimum un deuxième. Voilà. Et j'avais l'impression que c'était un peu un jeu pour les joueurs pros de mettre le plus de comptes possible en Grand Master. Mais c'était une impression, peut-être. Ah oui, non, mais complètement. Et très franchement, moi je trouvais pas ça bien parce que je me disais, c'est pas cool. Il y a des gens comme Imre, comme toi, comme plein de gens Pouilleux, qui des fois traînent pendant 6 mois, 8 mois. Enfin, tu me diras, pour vous c'est un peu différent parce que vous êtes des joueurs quand même qui êtes toujours actifs. Mais il y a des joueurs qui vraiment se battent depuis 1 an ou 2 ans et qui attendent cette récompense de voir le Grand Master. Et je trouvais ça dommage en effet de voir que les places étaient trustées par. Surtout qu'en fait, vu que le MMR ne diminuait jamais, en fait, les mecs ils jouaient jamais sur le compte et à chaque fois quand le ladder était reset, ils refaisaient genre 2-3 games, ils étaient reclassés GM. Alors que le compte, il avait 20 games la saison d'avant, quoi. Parce que les 3 games, il les perdait pas plus que ça, donc ça allait, quoi. Donc là maintenant, à part les 4GG qui jouent, qui ferment le jeu comme des cochons, et rares sont ceux qui auront 2 comptes, quoi. Les pros en auront toujours 2-3, mais ça sera vraiment limité aux pros et pas simplement aux joueurs qui méritent d'être GM. Ouais, parce que limite, en termes de nombre d'heures, de toute façon, c'est comme si tu n'auras jamais assez de temps pour avoir 2 comptes qui ont assez de points, limite, pour être Grand Master. Il y aura vraiment que les full-time. Vu qu'on passe plus par le MMR, encore une fois. Pour ceux qui n'auraient pas compris, le MMR, c'est c'est, on va dire, le numéro caché que vous représentez. C'est-à-dire, en gros, plus vous battez des gens, par exemple, Moment, il vaut 2000, Anos, il vaut 1300. Si Anos bat Moment, et pour le jeu, je vais prendre 150, parce que là, j'ai battu un mec qui est à 2000. Si Moment bat Yogo est à 3000, vous. Et donc, à un moment, quand on part du principe que le compte de Yogo vaut 3000, c'est ce que vous expliquez, Yogo, il n'y a plus qu'à faire 3 games, et de toute façon, le compte part quand même du principe que vous êtes déjà très très fort. Donc voilà pour les changements au niveau du Grand Master. Canada-Belgique, les amis, ça va bientôt commencer. On va avoir l'interview des 2 capitaines. On vous rappelle comment ça marche. Il y a 3 joueurs, il y a un ace. On fait un BO7 comme c'était expliqué dans la vidéo. Donc ça veut dire que c'est le premier qui arrive à 4 points. Vous pouvez revive un de vos joueurs et c'est à chaque fois le capitaine qui décide
quel joueur est revive et aussi quel joueur va être aligné. Donc ce qui se passe au début, c'est qu'on accueille les deux capitaines, on leur pose quelques questions pour savoir un peu comment est-ce qu'ils se sentent, et à la fin de l'interview, ils nous donnent le nom des deux joueurs qui vont commencer à s'affronter. Est-ce que vous avez une idée d'ailleurs, en attendant que l'interview arrive, à votre avis? Mais enfin, j'ai entendu ouais, Desro, il va commencer parce que c'est le joueur, enfin entre guillemets, le plus faible de l'équipe. Ouais. Je vois bien moi Scarlett, je vois bien Huck, tu vois, en mode en embuscade, même si je pense qu'il a envie d'essayer de faire le full team et de montrer que c'est lui le patron. Je vois bien Scarlett en mode, vous savez pas à quoi en attendre. Elle a envie de montrer des choses, elle va y aller de suite. Je pense pas qu'elle va vouloir jouer la cachée. Si elle est là vraiment, c'est qu'elle a quelque chose à montrer. Enfin, pour Intéressant. Toi, Moi, je mettrais Desro en premier, deuxième Huck, troisième Scarlett. Scarlett. Et en Ace, je mettrais Huck. Voilà. Toi, t'es relou, toi. J'ai vu, Non, mais je vais faire son explication parce que j'ai pensé pareil. Alors pourquoi? Parce que Desro c'est le capitaine, de deux c'est normalement entre guillemets celui qui veut. Enfin, on envoie toujours la bête à cheveux, la bête. Allez bien, tu vas essayer de voir ce qu'il y a pour essayer de sonder ce qui se passe. Et derrière il y a Huck qui va débayer tout ça. Et normalement on arrêtera Huck quoi. C'est ça. Bon, l'interview arrive, mais moi je voulais dire à peu près la même chose, mais vous dire en plus ça permet de cacher les strats de Huck et de Scarlett et de garder cette image que ça se trouve ils sont très très forts. Donc voilà. L'interview est là les amis. Imre Todd, c'est à vous. Whatever I need to do for Canada to win. Well, you're going to be the Nathanias of Canada? Wow, you went there. I guess. Yes, I guess. Do we have Armax as well, by any chance? Yes, I'm here. How are you doing, man? How are you feeling? Not very confident, Donc but Armax qui sont pas très we chauds will do our best. et qui va faire son maximum. And why are you not C'est une confident? You're the best Belgian Vous entendez? player and you're doing quite well on LOTV apparently. So you think like Canada is really better or just not sure of your skill? Yes, they are better than us, and it's going to be very hard, I think. Donc il m'a demandé si pour la Belgique c'était chaud le Canada. Ils ont répondu ouais, in c'est the une grosse last équipe. Nation Wars, you guys Yes. lost, I believe, in quarterfinals to Mexico. After you had some success in the tournament, beating Germany, nice game against TLO, I remember. What are your Thank you. expectations here in this Nation Wars, and what does it mean this tournament here Vous for avez you to be perdu able le to 2 au represent your quart. country? Quelles sont vos attentes pour le 3? Representing your country is always great. It's something that I really enjoy and I take very seriously. And it's the same for the rest of the team. Scarlett, our motivation for StarCraft is not always high, but when it comes to representing the country, she's always in it 100%. Expectations, today's not going to be easy. It's going to be maybe a warm-up for the rest of the tournament. But yeah, we want to go deep. We don't want to lose. That's for sure. So Belgium, I hope you guys are ready. Yes. Okay, so for once, we actually have some captains here that are people who are capable of speaking French. So I want to give you guys an opportunity to say something in French because this is also being shown right now on the French stream, so they won't even have to translate. So Desro, why don't you go first and give us in French a score prediction and a word for your opponent, which I will translate after. In French, go ahead. OK, un petit 4-0 comme ça, facile. C'est tout le temps le fun. La scène française est merveilleuse. Moi, je suis un peu triste. Le Québec, c'est petit, on n'a pas grand-chose. Mais vous, la France, il y a beaucoup de monde qui sont vraiment passionnés, puis j'admire ça. Puis ce serait un rêve de venir en France si on se rend en semi-finale. Donc, c'est ça notre objectif. Puis on est désolé pour la Belgique qui va être dans notre chemin. So you said a tiny 4-0. There isn't much tournaments in Quebec, but we're lucky in France to have so many of them, and they'd love to make top 4 to come to France and play, and that's pretty much it. And Armax? Bah, je pense, comme il a dit, ça va être très dur pour nous, mais j'espère au moins qu'on va pouvoir faire un petit 4-2, quelque chose comme ça. Ce serait sympa. Mais je pense qu'ils vont quand même gagner, ouais. Okay, as Desro said, it's going to be really hard, but maybe we can win 4-2, but I think they'll win anyway. So I think it's time to find out here who the first player sent out is going to be. Desro, go first with Canada. Yeah, I'm going out first for Canada today versus Belgium. Anything to add? It'll be interesting. We have a strategy. I planned out the strategy yesterday, and my teammates agreed with it. It's basically to not reveal build orders because Huck and Scarlett would
they have prepared is more special than what I have prepared. So I'm taking one for the team and just going first. All right, Armax. Great teacher will be the first player, and he will try his best against this row, I think. I hope. Okay. Actually, I'm sorry, but I have to ask, what's Great Teacher's story? Like, he has an amazing nickname. The manga, I suppose. Great Teacher Onizuka. Okay. GTO, a quite Yes. famous manga, so I hope he's as good as StarCraft than the That's guy true. in the manga is as fighting. Would be pretty cool. All right, thanks, guys. We're not going to hold you any longer. I think we want to get the game started pretty soon. So good luck to both of you, and casters, back to you. Back to us, thank you very much. Et on est au top là, et c'est Voilà. marrant de voir ça parce qu'on voit Desro et se dire on va gagner 4-0 et dire que je vais Mais commencer c'est en moi, premier. tu vois. On va gagner, Ouais. tu sais, genre tous Ouais. ensemble, et c'est moi qui commence. On va gagner 4-0, hein. Mais Et c'est moi après qui il dit, commence. parce Alors, qu'au en moment, mode- au moment où il dit on va mettre 4-0, je pensais qu'il allait mettre Huck finalement. Ouais, Tu vois, moi aussi en fait. 4-0, ça veut dire que lui il est trop chaud, enfin hop. Et regardez, il y a qui dans le canapé? On a Voilà, quand c'est même sous le deux- palais. On Ah, récupère Minimat Oh, oui. et Balrog. Voilà, comment ça va les Comment gars allez-vous? Ça va très très bien. Bah ça va super content d'être là évidemment pour les Nation Wars. Ou allez. Donc, Oh, allez Oh, allez. pour ceux qui ne vous connaissent pas, qui vous êtes? Donc mon cher Minimat. Alors, moi je suis joueur chez AAA, Bien sûr. joueur Zerg. Et mon petit Balrog? Et moi je suis plutôt le responsable de la rédaction chez A. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce match-là? Parce que bon, voilà, je pense que déjà on va parler d'abord par Minimat parce que tu as dû déjà jouer Desro peut-être dans le passé, tu as peut-être déjà joué aussi à Great Ouais, Teacher. je les Suisses, connais les Belges. quand même pas mal ces joueurs-là. Mhm. Je trouve que c'est un match très intéressant avec bon forcément une équipe du Canada qui est très favorite. Après je trouve que envoyer Destro en premier c'est très très bien pour l'équipe de Belgique parce que Destro c'est quand même le maillon faible, on va se le dire, de l'équipe canadienne. Tu penses même maintenant, sans savoir vraiment comment jouer à Scarlett? Parce que tu as Desro qui a joué beaucoup. Ouais. Destro est non, pour être honnête, il est Ok. complètement en dessous de Scarlett et de Huck. Et je trouve que c'est très bien en fait que Destro arrive en premier pour l'équipe adverse parce que ça va leur, si jamais ils arrivent à gagner ce premier match, qui est largement possible, puisque les joueurs de Belgique sont quand même grands masters et que bon, Destro pour moi il est à ce niveau-là, hein, il n'est pas Ouais. forcément très au-dessus. Je pense que ça peut les mettre en confiance ou en tout cas leur donner une bonne chance de partir sur un s'ils gagnent la première map, ils peuvent réussir à gagner du momentum et éventuellement avoir un peu moins de stress à arriver et jouer contre Huck ou Scarlett. Donc ils ont leur chance à jouer. Après c'est le Canada, c'est le gros favori du groupe. Balrog? Bah Destro c'est pas mal au final ce qu'il fait parce qu'il dit qu'il est pas trop confiant dans l'interview mais il prend quand même ses responsabilités de capitaine. Il va y aller en premier, il va essayer de dégraisser un petit peu l'équipe de Belgique en sachant, je pense, même si Scarlett a pas beaucoup joué effectivement, elle a fait un break, elle a beaucoup joué sur la bêta, puis là elle joue plus trop en ce moment. Mais voilà, Destro il va essayer de déblayer un petit peu et ça montre que il s'est préparé et il veut montrer que voilà, l'équipe du Canada elle peut être homogène et pas compter que sur Huck finalement pour carrer tout le monde. D'accord. Est-ce qu'on a les pronostics de tous les casters pour voir, tiens. Ouais, moi j'avais pronostiqué 4-0, mais j'ai pas pronostiqué la sortie de Destro en premier. Moi je me suis dit, voilà, ça va être Scarlett ou Huck et ça va faire le. Vous avez fait quoi comme pronostic? Ah bah on les a. Voilà, Cano, voilà, c'est des 4-1, Maman 4-2, Imre 4-2, Yogo 4-0, Tud 4-1, Apollo 4-0, Todd 4-1, Funka 4-1, Minimat 4-2, il a coupé en dernier, Balrog 4-1. Donc ok, on voit que tout le monde vote pour Canada et même pas 3 points. C'est vrai que ça, c'est bon, c'est le match qui fait un peu peur. Alors pour reparler de Destro mis en premier, c'est complètement l'image des États-Unis hier. Où, allez, on envoie le showman, les lunettes de soleil, Nathanias qui nous fait le spectacle. Voilà, il a quand même récupéré le petit point. Là, Destro en attend beaucoup plus. Voilà, déjà, il attend victoire de son équipe et je pense que c'est un peu, enfin, c'est ce que tout le monde a pronostiqué. Mais il espère récupérer lui tous les points. Donc ça veut dire abattre les trois joueurs, rechoper un revive, ce qui n'est pas évident parce qu'un revive c'est quand même quelqu'un qui va choisir un peu sa carte, qui va choisir la stratégie employée en général. Bon, 4-0, c'est quand même ambitieux de la part de Destro, mais pourquoi pas. On va voir ce que ça va donner. Hein. Destro contre Great Teacher. Donc Great Teacher qu'on avait vu en Underdogs, il a montré quand même un petit niveau. Mais là, c'est ça. Tu vois, tous les statistiques qu'on a, c'est sur HOTS. Maintenant, on est sur un nouveau jeu. C'est-à-dire que celui qui a plus farmé et qui est, on va dire, peut-être plus intelligent ou plus maniaque sur les choses, peut gagner contre n'importe qui. Donc certes, on a le Canada qui est le favori de ce tournoi. Et là, on va directement au tournoi. En match, nous avons en haut de la map, en rouge, en Terran, Great
Teacher de l'équipe Belgique. La frite une fois. Et en bas à gauche, le Québécois. J'aimerais savoir faire l'accent, malheureusement. Je ne puis point. Il s'agit du panda Destro. Destro qui fait partie de ces joueurs. Enfin, qu'on connaît, on est là. Aïe, pas pro, il se qualifie pas. Enfin, tu vois, dans les gros tournois inter, machin. Mais ça reste un très bon joueur qui. Oh là là. J'allais dire qui, voilà, j'allais faire mon débat, voilà, qui vit de StarCraft, donc qui stream énormément depuis très longtemps, qui est investi, qui hoste quelques talk shows aussi assez régulièrement. Voilà. Oui, mais pour le taquiner, il a essayé de faire les underdogs. Il faut le dire. Je suis désolé. Je l'aime bien, mais il s'est pris une tarte. C'est-à-dire qu'il a fait des qualifications underdogs. Il a fait. Oui, mais il y a une raison. C'est parce que la SNFR est très puissante. Non, mais c'est aussi que c'est c'est aussi sur le serveur Europe, donc ça lag un petit peu et tout, donc c'est logique. Donc on voit, on vous l'a pas dit, on vous le dit maintenant, parce que c'est beau. Regarde-moi ça. Et là, il va avoir l'info. On a Great Thatcher qui a fait une Proxyrax. Proxyrax qui veut sûrement partir sur Reaper. J'en connais quelque chose. Ces 3 derniers jours, j'ai fait 30 games Proxy Reaper. C'est énorme à jouer. C'est une folie. Alors par contre, contre Proto, c'est très limité. Là, de toute façon, c'est pas all-in, hein, c'est juste le proxy pour aller harceler et tout. C'est quand même bien ambitieux, tu vois. Contre un proto, c'est que tu as le Noël Vessober tout. Et justement, parce que tu sais qu'il y a le Noël Vessober qui arrive à un certain moment, qui va deny le faucheur, tu veux l'avoir le plus tôt possible pour qu'il arrive juste avant et que ça surprenne le proto. Bon, la sonde est sortie. Attention. Voilà. La sonde est sortie, l'information est prise, il sait que la caserne est à l'extérieur. Voilà. Du coup, est-ce qu'il va aller jusqu'au Zealot? Là, ce qui est intéressant, c'est que le Zealot n'est pas coupé. Là, il aurait dû couper le Zealot et faire faire un Stalker, tout simplement, parce qu'il avait le temps. Là, finalement, sur le Zealot, il va être kite jusqu'à la fin. Et il y a le noyau vaisseau mère qui va sortir. Donc, va-t-il faire un kill? Attention, il y va. Le Reaper qui est bien micro de la part de Destro, parce qu'il envoie les propres toucher, reculer et attaquer avec les autres. Et derrière. Voilà. Et voilà. C'est pour cette même raison que Proxy Reaper, c'est en général pas terrible. Il avait commencé à taquiner les sondes avec son V16, donc tu vois, il y avait vraiment une volonté de récupérer un ou deux kills. Ça a foiré. Ceci dit, un deuxième faucheur va arriver. Mais à 25 d'énergie, l'overcharge. Déjà, t'en as quasiment 2 de base, t'es obligé de pouvoir redéfendre. Et le souci, c'est ça, c'est que si tu fais un proxy Reaper, tu ne dois pas perdre le premier Reaper. Ouais. Le premier Reaper est important. Il aurait dû s'échapper avant, et là, il est mort direct. N'oubliez pas que le noyau vaisseau mère, quand il sort, il a déjà 25 mana, donc il peut balancer direct le photo overcharge sur le pylône. Et là, il y a vraiment, je dirais, 3 gros problèmes. Le premier, tu perds des faucheurs. Ça te coûte super cher. Et tu fais pas de dommages. Le deuxième, tu as une Rax à l'autre bout de la carte dont tu ne vas pas pouvoir profiter au niveau de ta production. Donc tu auras moins de pop. De 3, ton extension que normalement tu veux faire dessus, pareil, sera en retard. Donc ça va ralentir d'autant plus ta production et en même temps tes upgrades. Là, cette Rax le met complètement au fond. 3 faucheurs perdus, une caserne à l'autre bout de la carte qui n'est pas là, avec déjà un laboratoire technique ou un réacteur pour produire une hit ou amélioration. C'est la galère. C'est la giga galère là côté Great Teacher. Ouais, là, Destro a vraiment bien géré. Il a eu perdu juste un seul probe. Il a pu tout gérer. Il n'avait pas besoin de se prendre la tête. Et voilà, maintenant tu as un Stalker, il y a un noyau vaisseau mère au-dessus. Le Reaper ne montera jamais. S'il monte, c'est sa vie qui en dépendra. Et derrière, on voit de la bioball de la part de Great Teacher. Sûrement, alors là, c'est là où on veut savoir. Est-ce qu'il va additionner des baraques? On va balancer sa factory pour tout simplement partir ce Medivac, ou est-ce qu'il va partir après derrière? Soit additionner des racks, soit prendre B3. À ce moment de la partie, c'est là où tu décides, est-ce que tu vas cheeser ou tu vas partir sur de la macro? Moi, ce que j'observe le plus, c'est sur ces côtés de Destro qui part vraiment à l'ancienne. Tu vois, il y a l'immortal histoire d'être safe, t'as du blink de suite. Là où tu vois beaucoup de joueurs qui vont précipiter plutôt le complexe robotique, plutôt que le conseil crépusculaire, faire directement un prisme transfert, et tu vas harceler avec des adeptes que tu vas coller non-stop chez le terrain. Parce que comme tu as dit, tu vois, il fait l'usine pour éventuellement débloquer le tech et tout. Mais justement, tu as une grosse fenêtre avant qu'il y ait le Starport et des Vikings. Donc avec ton prisme transfert, c'est vraiment une très grosse pression que tu peux mettre chez les joueurs Terran. Et le blink, tu le fais un peu ensuite derrière. Après, peut-être il la joue safe aussi. Parce que Destro, il s'est dit, tiens, il a du proxy Reaper, il a perdu 2 Reaper finalement. Enfin, il m'a pas fait de damage. Donc chez lui, il va jouer safe. Il va être en retard par rapport à tout. Donc partons macro. Je me prends pas la tête. Je vais pas tenter un truc où ça peut me faire perdre la game. C'est chacun son petit. Et en plus, en connaissant Destro, lui, quand il a l'avantage, il aime bien jouer tranquille. Genre, c'est-à-dire qu'il s'assoit, il se pose tel un panda fighting. Et il va dire, oh,
Ok, j'ai l'avantage, j'attends tranquillement avec mon ops. Après la sieste, on va Voilà. récupérer des forces On d'abord. va et après, dormir on y un va. peu, après je vais prendre B3, et c'est ça, c'est plutôt son style, tu vois. Oh, je vais camper, je suis bien, j'attends qu'il m'attaque, parce que je sais que lui, d'un côté, c'est lui le favori, tu vois. bien et sûr. je pense que Destro, niveau favori, il n'a pas l'habitude d'être favori dans une compétition. Et donc il va la jouer tranquille, je pense. Et en plus, il va balancer du descripteur. Et là, on va voir la micro de Grid Teacher. Ah, c'est ça, de Grid Teacher et même aussi de Destro, hein, parce que le timing des boulettes de disrupteur, quand tu joues contre un terrain qui ne s'est pas splitté, tu lui envoies une boulette, tu la pop, c'est terminé. Quand tu joues contre un terrain qui ne s'est pas splitté, tu balances ta boulette, il esquive la boulette, et là tu fais oh shit, j'ai plus d'AOE. Et tu te fais défoncer la poire. Donc, la première phase est difficile pour le joueur Terran, mais si tu foires la tienne, ça devient une galère pour toi. Et elle est là toute la dynamique du match-up à l'heure actuelle, c'est qu'il faut un peu jauger, en plus de micro-gérer, avoir un bon feeling sur le jeu. Mais la dynamique intéressante reste quand même que les Protoss, globalement, peuvent, voire même doivent, prendre base beaucoup plus rapidement. Alors qu'avant c'était tu vas chercher des colosses, clair, tout ça. Là tu poses B3 en mode allez, go. Voilà, il tue un suppli dépôt, ça lui fait perdre un peu de thunes. Derrière, il y a l'Ops. Ah, il a été scanné. Oh Ce là scan. là là. Déjà, quand tu scannes, tu perds pas mal de thunes parce que c'est pas une mule. Et derrière, tu vois, ce qui est bien sur Destro, c'est qu'il agresse sans vraiment agresser. En fait, il est juste en train de bloquer. En train de voir, je regarde si t'as B3, je regarde quel coup t'as, et moi derrière, je continue à produire. Je fais pas mal de scripteurs, je prends B3, je fais double force. Là, je pars vraiment sur mon train de vie où tranquillement j'attends, je campe, j'attends que tu m'attaques. Et là, il sort. Le moment où il voit l'information qui sort, il faut qu'il ait limite 2 ou 3 disrupteurs, mais enfin, là, il va rien faire. Il y aura assez d'unités pour gérer normalement. Surtout qu'il y a les pylônes. Il est là le petit truc en fait. Si elle est pylône, normalement, il y a assez pour gérer. Mais la boulette du disrupteur, elle est vraiment tricky. Comme je disais, si tu te la foires, le terrain a un potentiel de dingue. Là où normalement, tu as les colosses. Les colosses, ils sont là, tu les mets limite en première position, tu mets tes zélotes devant, et puis ils vont taper H24. Le disrupteur, c'est un peu comme un Templier, une fois qu'il a plus d'énergie, il ne sert à rien. Là, une fois que tu foires une boulette, si tu n'en as pas 3-4 pour cycler, ça peut être galère. Voilà, tu pas la première boulette. Voilà, raté. Raté. Et une deuxième. Il faut revenir tout de suite. Il a pas balancé les deux en même temps. Il pourrait. Voilà. Là, il aurait dû être plus agressif. Il faut agresser, il faut forcer la deuxième boulette le plus tôt possible pour qu'il soit court de boulette. Tu vois, il faut lui forcer Enfin, plus rapidement tu lui forces, plus rapidement il est épuisé. Ouais, mais là, plus le temps passe, plus il est la merde parce qu'il n'y a pas de troisième CC. Il y a 3ème CP, mais bon. Oh, les gars qui sont devant, mais non, Oh qui s'est vu parfaitement exploité de la part de Destro. Et Grid Teacher, tout ce qu'il entreprend pour l'instant, ça fait. On sent qu'il n'a pas grand chose de faire. Enfin, tu vois, de faire un truc bien, mais. Il y a tellement trop. On sent qu'il stresse, quoi. Voilà, il stresse. Il y a le 1 qui est balancé. Et là, c'est production. Stalker. Alors là. C'est limite, qu'est-ce qu'il va faire le drop qui pourrait peut-être faire mal, mais il attend déjà des stalkers qui sont ici. Attention, il vise les medivacs. Le medivac, c'est-à-dire qu'il y a quelques marines qui ne sortira pas vivant. Il y a un medivac plein qui n'est pas encore droppé. Oh la vache. Alors, on sent la pression, c'est pas la même chose. Là, n'oublions pas qu'on est quand même dans les Nation Wars. Il joue pour la Belgique, il joue sous la couleur, les drapeaux de la Belgique, donc c'est pas que pour lui. Et il y a une grosse pression. Attention, oh les disrupteurs, oh le massacre. Regarde-moi ça, tous les marines qui tombent. Et le deuxième. Oh là là, et c'est la débandade. Il y a tellement de troupes, il y a tellement. Et là, c'est la merde pour Grid Teacher qui perd 2 drops, qui perd pas mal de troupes. Ah, et voilà. la mine. Et là, on a eu un mot excellent de la part de Destro. T'as vu? Il a fait une sorte de blink offensive. Il a vu, oh shit, il y a la mine. De suite, il recule, il balance. Tu parlais tout à l'heure que c'est le joueur peut-être qui avait fait au moins dans l'équipe le plus de games sur Legacy. Et ça sent. Tu vois, au niveau des réflexes, de savoir ce qu'ils peuvent faire et tout. Ouais, tu vois, il balance pas les deux, tu vois. Il balance pas les deux, comme tu le dis. Les deux disrupteurs. Voilà. Oh, le blink. Oh, il a perdu quand même. Voilà, à chaque fois que j'en sens quelqu'un, forcément le mec il foire derrière. Alors, maintenant ça arrive un petit peu tard le libérateur, mais c'est vraiment une idée qui peut snowball le fight dans la faveur du joueur terrain. Malheureusement, c'est trop tard. Voilà. Mais une fois que tu arrives à installer 2-3 libérateurs et que tu avances, tu sièges avec, le proto, s'il n'a pas d'unité aérienne, il se retrouve très vite. Et regarde ce que fait Destro. Destro pourrait finir la game maintenant. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Bon, j'ai l'air bien, j'attends tranquillement et tout. Attention, le drop de Grid Teacher. Pendant ce temps, nous avons Destro qui attaque, qui va tuer les mines et qui va se positionner. Il a, même sans les disrupteurs, il pourrait passer. Là, il y va, regarde-moi ça. Il pourrait les balancer, là, il la balance sur les 2 mines. Bon, voilà, une mine de moins, encore une mine. Et c'est là où tu vois. Alors, il va les tu vois l'impact du libérateur quand même. Le mec qui est un libérateur, ça le zoome complètement. Voilà, il est en train de sniper. Une petite boulette pour le feu d'artifice final. Et voilà, Destro qui a complètement, on va dire, voilà, géré son opponent. Il a bien joué. Le début de game était parfait de la part de Destro. La suite, bah voilà, c'était bien. Il a même continué à faire des stalkers alors qu'il aurait pu faire des zilotes speed. Bah oui, il se prend pas la tête. Il est tellement bien. Drop agressif pour tuer les 2 libérateurs. Et derrière, bah voilà, je passe. Même si je perds tous mes trous, je m'en fous. T'as perdu assez d'unités, t'as perdu la B3 et tous les CV avec. Et voilà, ça explose de partout. Ah, c'est fat. Hein. Derrière la petite contre-attaque qui vient, histoire de dire qu'on n'est pas vaincu
pour autant, mais malheureusement, c'est déjà le cas. On prend son temps à côté d'Estro, mais en même temps, s'il a un pylône, je crois pas, prisme transfert non plus, en fait, ses ravitaillements sont très. Ah si, il est là, ok, très bien. Ouais, mais là, désolé, je suis loin de l'écran, je vois pas sur la minimap. Tu vois, là, il s'en fout. Là, il y va pas parce qu'il pourrait s'empaler. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Je suis 3 bases, t'es sur 2 bases. Je te zone, tout simplement. Et là, il y va même. Là, il s'en fout, il y va. Il a raison, ça sent le disrupteur. Attention, ça va exploser. Oh, bien joué. Mais là, il y aura trop le petit scan. Faut peut-être essayer de tuer l'homme, c'est les mines qui sont bien positionnées, il n'a pas besoin vraiment de monter. Là, ce qu'il a besoin, c'est de produire comme un goré et tout simplement continuer, prendre sa B4 et avancer vers la victoire tranquillement et pépèrement. Oui, parce que, enfin, là, il s'est complètement défoncé, il faut quand même le dire, oui. Mais quand tu vois l'écart de pop, le match-up, j'en ai vu énormément de retournements de situation sur Legacy of the Void où, tu vois, là où Destro il a attaqué, si le terrain arrive à temporiser, tout de suite, il arrive 2-3 libérateurs, il siège, il a un petit peu de bio, il ressort des victimes et ça le fait. Là, tu vois la micro, là Destro, c'est là où tu vois qu'il a joué beaucoup parce qu'il a positionné son disrupteur. Même moi, je ne savais pas s'il allait tuer les 2 mines qui étaient quand même assez séparées pour la deuxième fois. Et il l'a fait parfaitement. Et là, derrière, il a juste besoin de micro, de continuer, attaquer. Il y a une mine encore, j'en ai rien à foutre, j'y vais. J'ai plus de stalkers derrière, ils sont fous. Certes, je vais peut-être perdre. Attention, il y a quand même un double drop. Le double drop qui pourrait changer la game. Souvent, c'est les terrains. Quand ils sont dans la merde, qu'est-ce qu'ils font? Ils font sur le drop. Et le drop commence à tuer pas mal d'économies sur la B2. Le disrupteur qui vient de sortir, mais il pourrait. N'oublions pas que le sort disrupteur ne fait rien sur les unités aériennes. Donc il peut repartir. Ouais, là, il va enchaîner quand même quelques trackers. Il n'y a pas l'overcharge de balancer. Il arrive à clean quand même un peu de population. Dommage, il est un peu loin pour aller récupérer le disrupteur. Mais il est tricky. Voilà, il y a la mine qui est plantée. Il y a 2 medivacs qui font les relous. Et regarde l'écart de pop. Est-ce qu'il y en a? Alors, il n'y a plus rien. 113 contre 117. C'est vrai que l'écart de pop, bon après là tu viens de perdre 20 pop. Mais voilà, c'est-à-dire que là à ce moment-là, juste bon, certes, on va dire, n'oublions pas que le Protoss a 4 bases, le Protoss a plus de pop que de CV, et alors que le Terran est sur 2 bases. Ça fout les boules, parce que là il perdait pas ces 2 medivacs. Il était au même niveau population. Tu n'as plus d'écho, tu déplaces c'est la misère, mais tu as un potentiel pour jouer. Tu as un petit quelque chose. Il a repris le rythme de la partie avec ses medivacs, le Protoss est obligé de revenir chez le mode panique. Là, tu vois, on a un move malin, il faut déplacer les CC. Eh ben, autant prendre la gold. Allons-y, Clément, tu as une semi-heal. Ah mais là on est à 2-2 contre 1-1, bientôt 3-3, enfin bientôt, c'est un grand mot parce que ça vient d'être lancé. Sauf s'il a balancé, n'oublions pas qu'il y a aussi le poussé temporel, tu peux les instant balancer sur les forges jusqu'à la fin, du début à la fin, donc ça peut arriver très très vite. Et là voilà, il a droppé pas mal d'essais pour prendre la gold. Alors là, comme tu l'as dit, ça va être dur de gérer ça, mais s'il arrive à gérer, c'est possible qu'il peut remonter la pente. Mais voilà, attention les mines qui sont tellement trop proches. Aïe, c'est bon, bien micro. Et là, Great Teacher, s'il arrive à micro, à gérer et pas se faire tuer maintenant, il aurait 2 bases, il aurait 4 bases avec la gold. Attention à la remontée fantastique. Ah ouais, non mais tu vois, là où en fait Destro n'a pas lancé la boulette, c'est là où il faut avoir le feeling de te dire, tu vas attaquer, tu vas rechercher un disrupteur et après tu refais le split qu'il a fait. Pas le split en mode tu fais que courir, mais le split en mode t'as la boulette à un endroit et tu fais le split parfait. Parce que le deuxième qu'il a fait, il était juste parfait quoi. Il perd 2 marines, mais pour une boulette. Enfin, c'est moi ça, le 3-3 qui va tellement vite. Poussée temporelle. Ce qui est bien, c'est que les poussées temporelles, tu les balances sur tes forges et tu les laisses jusqu'à la fin de la partie. Tu peux AFK et le 3-3, tu comprends. Oh, mais je suis déjà 3-3. Putain, ça allait trop vite. Et si tu gères avec. Ah voilà, il a compris. Destro qui comprend qu'il y a un aiguille sous roche. C'est pas évident, hein, parce que voilà, il y a quand même un peu de rythme dans la partie. Là, 2 dessus, et voilà. saisie. Et là, c'est la merde. Parce que là, c'est cette base qui pouvait te faire remonter la pente qui était quand même très très raide de la part de Great Teacher. Est-ce que mine de rien, il avait pas fait des allers-retours avec Medivac parce que la base elle était déjà saturée là. Oui, il a pris un colosse, peut-être le deuxième derrière qui est au-dessus, est-ce qu'il peut aller le chercher? Il a raison, il va. Est-ce qu'il peut au moins prendre ça? Il prend, il part, il faut qu'il s'en va. Il faut qu'il s'échappe. Prends tes trucs, ah non, il préfère prendre la feuille. Ouais, c'est dur. Il voulait pas perdre les Medivac et la population, donc il a liquidé la pop pour compenser par un kill de tracker. C'était bien maigre, mais on sent qu'il met du rythme et c'est un petit peu dommage de... Un peu tardivement. Ouais, non mais c'est ça. C'est toujours frustrant de voir un joueur où tu sais, il se fait marcher dessus pendant 10 minutes, tu dis ah c'est n'importe quoi. Et là tu commences à vraiment le voir jouer. Et tu te dis mince, tu vois, le mec il est peut-être pas dans son bain, tu vois, il a sûrement fait ses games d'échauffement, il doit être un peu stressé. C'est du BO1, ça va très très vite là. Ça va très vite. Là le souci c'est que on est quand même à Destro à 3-3 et Great Teacher à 1-1. Même s'il arrive à gérer n'importe quel sautant, il perdra presque toutes les fights. 3-3 contre 1, ça va être très dur. Et c'est ça le problème, c'est comme tu as dit, c'est dommage qu'il ne s'est pas réveillé tout de suite, qu'il n'a pas balancé les drops tout de suite, qu'il n'a pas continué à mettre... Parce qu'on remarque que le problème avec Destro, c'est le multitask. C'est qu'il ne peut pas attaquer et gérer la défense, tu vois. Et ça peut jouer là-dessus, il aurait dû faire depuis le début.
Ou alors la capacité, comme tu l'as dit, à savoir tuer l'adversaire. Pas être en mode ouais, non, je prends des balles. Parce qu'il y a des moments où il montait la rampe, mais en mode tu blink, limite dans les mines. Tu vois, t'as 2 mines qui tirent, t'es traqueur sur le rouge, mais après tu comptes les bâtiments de prod. Le multitask. Là, ça attaque sur la B5. La B5, est-ce que le Nexus va tomber? Mais voilà, mais le problème, c'est qu'il perd le Nexus, peut-être, et encore, c'est même pas sûr s'il va le perdre, mais il aura perdu déjà un point. Et derrière, il attaque. Il reste à mordre, allez mon petit bichon, peut-être, non. Il a porté le maximum de mines. Est-ce que là, il balance une boulette de disrupteur? Sinon, ça va être le feu. Oh, l'arrière. Oh, il a pas vu. Oh, ça explose de partout. Non, mais il y a trop de colosses là, c'est pour les disrupteurs. Il esquive pas trop mal. Oh la vache. Oh de Dieu. Ah, ça fait peur, hein. Oh. Il faut que le maraudeur aille direct. Et il va pas, c'est dommage. Le maraudeur arrive, voilà. Bah là, c'était un bon move. Mais là, aucun des 2 Nexus est tombé. Et maintenant, il se retrouve avec 4 freins de force. Tu sais, t'as eu le gros pic de hype et c'est fini. Il a donné tout ce qu'il avait, le bon Teacher. Il a tout balancé. Non, mais il avait raison. Il y a un moment, il allait se enfoncer petit à petit, même s'il entrevoyait l'espoir à plusieurs moments de faire quelque chose. Il y a un moment, fallait jouer lourd. Parce que le gars, double complexe robotique, le 3-3-1 dont tu parlais, il ne pouvait pas prendre une fight frontale. Fallait y aller. Il a été. Il y a eu un petit moment de hype. T'as remarqué que les colosses, ils sont moins, ils sont plus beaux mais moins forts, tu vois. Regarde, tu vois, ils sont stylés maintenant là. C'est pas les collecteurs ceux-là? Ceux qui sont blancs? Non, t'as l'impression qu'ils ont albinos, non? C'est quoi? Ils sont pas mal quand même. Ils sont stylés. Et c'est les collecteurs ceux-là, non? Les collecteurs. Les colosses là? Oui, non mais en fait il y a l'édition collector. Ah oui, l'édition collector. C'est celle-là, non? Bah peut-être. C'est pour ça qu'ils sont différents. Mais ils sont beaux, moi je les trouve stylés, mais ils sont moins forts. Maintenant c'est direct. Desmo qui va chercher sa victoire, qui veut le premier point pour sa nation, pour le Canada, et dire non aux Belgique, une fois, ça sera pour plus tard. Je kiffe l'accent de Canada. Non, parce que Destro il est arrivé en mode on va mettre 4-0 et c'est moi qui commence. Je vais vous rouler dessus, mes petits coquins. Après, il fallait l'assurer. Destro il montre qu'il est capable de. GG. Il est capable de tenir un petit all-in, de prendre l'ascendant et d'aller tirer à peu près une macro game. Bon, même s'il avait un peu d'avance, elle aurait rendu série à un moment. Il y avait voilà, il a montré un jeu complet sur une seule et même partie. Bah ouais, GG, un premier point pour le Canada. Qu'est-ce que vous en pensez, mes chers Canapiens? Bah moi je trouve ça dommage pour Great Teacher parce qu'à mon avis ça s'est joué au mental au final cette game. Il a voulu commencer avec un BO agressif en disant bon je suis peut-être un peu meilleur que mon adversaire alors je vais tenter un truc. C'est pas la meilleure map en plus pour faire ce qu'il a fait parce que même si c'est une map à 2 spawns, finalement la distance entre les bases elle est assez grande et en plus les Protoss avec le nouvel overcharge ils défendent même 3 Reapers et ils le défendent super facilement. Et il s'est peut-être rendu compte au fur et à mesure dans la game que ah mais j'avais peut-être le niveau de le prendre en macro game en fait, c'est dommage parce qu'il a fait des très bonnes choses. Mais il avait juste pas assez parce qu'il s'est mis trop derrière à la macro au début et du coup il n'avait pas été assez percuté en mid-game. Donc c'est dommage au final, je pense qu'il aurait dû avoir confiance en lui et tenter jouer son jeu dès le départ parce que ça pouvait largement passer. Hein. Ouais, c'est un peu ça le problème, c'est que finalement au début il a voulu faire quelque chose, il a voulu tenter un proxy reaper et il a vraiment rien fait avec, il a pas tué une probe ou quoi que ce soit. Le temps que sa baraque revienne, il en a fait même 3 pour être sûr de pouvoir éventuellement tenir une contre-attaque. Et derrière, en fait, sa tech était pas assez rapide, donc ses drops étaient un peu trop tard. C'est-à-dire qu'il est arrivé avec des timings de drop qui étaient un tout petit peu trop tard. Ça fait pas de dégâts. Du coup, son investissement, il est pas rentable. Et Destro, qui a très bien contrôlé la gamme à ce niveau-là, il prend B3 assez rapidement parce qu'il sait qu'il a pris un avantage et que le drop en face n'a pas été effectif. Et donc, du coup, il contrôle la game. Alors, il n'a pas voulu la finir trop vite, c'est le seul truc qu'on pourrait lui reprocher parce que concrètement il avait gagné depuis un moment quand il campe devant sa B2, devant la base de son adversaire, bon il avait gagné, mais en tout cas c'est vrai qu'il a vraiment pris son temps, il a pris une B4, il a mis ses upgrades et la game ne lui a jamais échappé à partir de ce moment là. Je pense que, moi si j'étais à la place de Belgique, j'aurais dit attends, mais le Destro, le seul souci il est bon mais il a un problème sur le multitask, c'est-à-dire que je vais le rendre fou. Genre, je sais pas c'est qui le prochain event, mais c'est soit si je suis Zerg, c'est les run by Zergling, si je suis Terran, c'est les multi-drops. Je pense que là, le point sensible, et je pense que, en le connaissant, c'est depuis HOTS, depuis même Wings of Liberty, son seul souci, c'est le multitask. C'est qu'il a du mal à attaquer, à produire et à défendre. Et c'est-à-dire qu'au moment où si tu le vois sortir, tu dis c'est jackpot, c'est maintenant. Et c'est là où justement c'est un peu triste, comme ça a été dit, que en fait, il s'est rendu compte un peu tard qu'il pouvait aller chercher un macro game. Et quand tu veux faire de la macro game face à quelqu'un, en fait, leur meilleur atout dans le line-up, c'était Great Teacher, parce que c'est lui qui est Terran. Tu fais du multi-drop et tout ça. On va arriver à peut-être Armax qui pourrait être aligné derrière, ou Ares. Ares, ça serait du PVP multitask, pas tant que ça. Zerg, éventuellement, tu peux mettre du multi-front, mais ça
ça va pas être monstrueux. Ouais. C'est vraiment Terran, la race multi-drop. Ouais. Donc c'est vraiment décevant. Surtout que, comme Inimat l'a dit aussi, le Proxy Reaper qui fait rien, il fait un Reaper, il voit que c'est de la merde. Il en fait un deuxième, on se dit, il va quand même faire quelque chose. Il foire. Il en fait un troisième en mode, la vache, c'est 150 que tu lâches. Des fois, tu foires ton premier Proxy Reaper, tu dis c'est bon. Ou alors t'en fais un deuxième juste pour prendre l'info. Non, on sentait, c'était merde, j'ai foiré, et ben voilà, faut que je compense mon foirage, et je foire encore plus mince, donc faut que je essaie de recompenser encore plus. Enfin voilà, tu réinvestis à chaque fois sans jamais rentabiliser quoi que ce soit, et tu pars dans la game avec une bonne minute de retard. C'est dommage, parce que sur un pied d'égalité, honnêtement, c'était pas gagné pour Destro, je pense. Et donc là, si vous étiez à leur place, vous mettrez quoi, le Protoss ou le Zerg? C'est ça, maintenant il y a la carte. On sait que Armax est le meilleur joueur de la Belgique, donc perso, je sais pas, je le garderais peut-être en stock, mais en même temps, est-ce que tu as envie d'aller chercher le PVP avec Arès? Soit Arès a une strat, soit je pense qu'autant balancer Armax de suite, et puis Arès il observe tranquillement dans son coin. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi je pense totalement qu'il faut envoyer Armax maintenant. Concrètement en PVP, je pense pas que. Enfin, Arès. Il peut prendre la game, mais je trouve que Armax, à mon avis, il aurait largement les armes pour battre Destro dans une manière tout à fait classique. En tout cas, Armax, s'il joue une game contre Destro, il va y aller totalement normalement. Il va pas avoir de complexe, il va jouer une macro game normale. En tout cas, c'est ce que je pense de lui. On va voir le nom bientôt. Je pense franchement, à mon avis, Armax, c'est le bon choix. Pronostic, 5 secondes, pronostic. Moi, je dis Armax. Allez, Armax. Vas-y, tu aussi. Attention. Ciao. Voilà. Armax. Voilà, c'est fait. On balance vite. On balance avant que ça spoil. Ouais, et tout. ouais, ça. On va balancer. En fait, pour savoir, on laisse 3 minutes aux équipes pour respirer et décider du nouveau joueur. Voilà, on leur laisse pas un quart d'heure, il faut que ça enchaîne, mais on a le droit de leur laisser un petit temps de réflexion. Donc voilà, le chrono est très court et très précis. Armax, prochain joueur pour la Belgique. Donc on conserve l'ami Destro. Exactement. On va pouvoir passer sur la suite. Alors n'hésitez pas à simplement balancer vos tweets. Voilà, merci beaucoup. Donc underscore NationWar 3, enfin NW3, @NationWar SC2, @OGaming, Brioche, pas du tout biaisé, Gogo, le Canada pour le qualifier. C'est pas mal ça. Sur la photo, mais en fait, tu crois que tu peux te décrocher le visage parce que si sur de la glace, en fait, c'est chaud quoi. Je sais que la glace, tu peux, mais quand tu mets la langue, c'est la merde. Bah oui, c'est justement, c'est pour ça même. Le visage, ça te gèle le tout quoi. C'est pas mal. Donc n'hésitez pas, moi j'ai de l'expérience là-dessus, avoir la gueule sur la glace, c'est un kiff. N'hésitez pas à balancer comment vous regardez bien sûr les Nations Noirs, voilà. Ouch, ça fait mal les disrupteurs. Eh oui, les disrupteurs, oh pas mal ça, pas mal. Pas mal, Zilou, comme d'hab, au rendez-vous. Il est toujours présent, il est toujours motivé. Et non, mais on va voir ça, le match, vraiment, on va se faire kiffer, je pense. Oui, premier match intéressant, on open avec un petit truc cheesy, finalement on finit sur une macro game assez intéressante avec du multitask. On était bien, et je pense que Destro Armax, ça risque d'être d'autant plus intéressant. Surtout que le PVZ est assez violent. Est-ce que Air Max a joué beaucoup? C'est ça le truc. Ça c'est toujours le point où moi c'est ce que je kiffe, c'est que tu ne sais pas vraiment si le joueur il a vraiment joué. Bon après on peut le voir genre sur direct sur c'est le profil. Je crois qu'il est top GM, était dans le choix 50-100 GM, mais pas avec un nombre incommensurable de games, de mémoire. Il va avoir un truc genre 100 games. Bon, c'est bien quand même 100 games, on va dire. Pour le début de. Surtout que c'est 100 games officiels, ça peut être des petites customs à côté. Voilà. Oh, ok, très bien, direct dans la partie. Bah c'est parti alors, la game qui est lancée. Et oui, on est au top. Canada contre la Belgique. Nous avons en haut de la map en joueur Zerg rouge de l'équipe de la nation, bien sûr, Belgique. Nous avons Armax. Et en bas à gauche, voilà, pour représenter le Canada, le patron de son équipe qui assure le petit point qui va bien, Destro. Il assure, il a fait l'essentiel, tu vois, même s'il aurait pu peut-être finir... On pouvait redire quelque chose... on pouvait redire sur pas mal de points sur son style, mais il a assuré l'essentiel. Le mec, il met le point, tranquillement, sans avoir eu besoin de trop forcer. C'est tout à fait bon. Alors là, je regarde les classements. Alors on aura Joie Elroy qu'on aura tout à l'heure, qui lui est top 16 GM, avec un bon quasiment 200 games. Et où est Armax Il y a Minimat, on le voit, t'as vu, regardez, il est dedans là. Purée, 95, 43. Tout au fond.
Je scroll. Je regarde, il y a quand même un petit gaz. Ouais, gaz pool. Ouais, donc là en fait ce que fait N'oublie pas la Armax, game. donc on est sur Orbital Shipyard, en fait on a une base qui est dans le coin, qui est cachée en fait, et enfin cachée, ça veut dire que tu es obligé de passer par la B1 pour aller sur la B2, alors que là Armax a décidé de prendre sa B2 sur sa B3, donc clairement en fait en défendant la B3, donc la B2 pour Armax, tu défends les 3 bases d'un coup, tu vois, parce que tu es obligé de passer par là pour aller sur la B1 et la B2, donc c'est vraiment une strat macro, je prends ma B2 puis après ma B3 pour défendre tout d'un coup, et c'est une bonne idée, alors que Destro lui il a pris sa B2 derrière, ce qui est logique parce qu'il est Protoss, c'est plus dur. Au début de game, tu peux te faire agresser par des cheats Zergling Speed ou des petits trucs rapidos, et vaut mieux avoir sa B2 derrière sa B1 pour avoir une pente pour défendre. Donc voilà le style de Legacy of the Void, c'est presque la même chose que sur HOTS dans tous les cas. C'est les Zerg aiment bien prendre la base devant pour défendre les 3 bases, alors que Protoss préfère jouer plus défensif au début. Et alors que là, honnêtement, t'es Protoss. Tu pourrais prendre ta B2 sur ta B3 parce que maintenant tu mets juste des pylônes. Dès que ton noyau vaisseau mère sort, bim, tu peux balancer le photon overcharge. S'il y a des Zerglings qui arrivent, tu peux défendre. Donc, complètement, mais c'est aussi pour cette raison que les joueurs veulent vraiment pas prendre de risques. Tu la mets derrière et de toute façon, ta B3, jamais tu pourras la faire cancel. Pour revenir à Armax, il avait 101 games à l'heure actuelle en officiel. Donc après, il y a peut-être de la custom et tout ça, des petites parties de tournoi. Donc Armax qui est AA, n'oublions pas. Voilà, c'est ça. Donc Speedlink qui est lancé du côté de Sharmax, alors lui a décidé de la mettre devant avec la B3 derrière, les deux versions sont complètement possibles. C'est vrai que devant ça te permet de pousser le creep un petit peu plus tôt, un petit peu plus loin, alors qu'on a Complex Robotique, Destro qui, je vais pas dire joue old school style, mais là déjà faut t'attendre à quelque chose d'assez tricky. Le build, on va dire le plus classique à l'heure actuelle dans le match-up, c'est la même chose, mais au lieu de lancer le complexe robotique, en gros, c'est 2 portails. Tu as 2 portails en haut de la rampe, ce qui fait que tu peux pomper 2 adeptes et tu as une capacité de prod. Avec tes 2 adeptes, tu as le one-shot sur Zergling, ouvrier, sur un peu tout. Ça te permet d'aller scouter très vite avec 2 adeptes et tu poses B3 pendant ce temps-là. Et tu pars sur un jeu de 3 bases. Là, le complexe robotique, de suite, c'est déjà, tu vois, petite je vais pas dire exotique parce que c'est ce qui s'est passé pendant au moins 2-3 mois, mais c'est le style qui est en train de disparaître, tu vois, le direct prisme transfert pour aller harceler, parce que les joueurs Zerg, enfin déjà, moi je pense qu'il va balancer IMO. C'est le point le plus important sur un peu la disparition de ce truc, et les Zerg ont appris le timing, ont appris à gérer. Donc les deux font que on est très loin d'être sur le timing le plus utilisé. Alors, est-ce que tu penses qu'il y aura un 7 gate robot Immortel, parce que on a eu beaucoup de ça en ce moment, des 7 gate robots IMO plus adepte, qui est quand même pas mal fort si tu te fais surprendre. Là pour l'instant je crois qu'il est passé sur un 4 gate drop pour essayer d'agresser un peu plus rapidement. Je trouve ça pas terrible parce que comme je t'ai dit, maintenant c'est un peu trop facile à scouter et à défendre. J'ai vu Lilbo jouer ce matin, d'ailleurs il a battu 3-0 de Jedong en mode pas trop mal. Il partait là-dessus mais avec direct la bête shooter robotique, et c'était 2 bases, drop, double disrupteur, en mode tu vois le mec vénère, B3 all in blink, tu vois, stalker, normal, Lilbo se faisait respecter. Mais là on est sur une version pas appauvrie, mais on est juste sur de l'adepte qui est pas simple à rentabiliser mine de rien contre des surtout le BO qu'il est en train de faire, c'est une BO agressif, mais en même temps en fait il va prendre B4. Ça a été vu, B3 pardon, ça a été vu par un Zergling. Enfin, regarde, moi ça il balance ces 2 overlords, il veut vraiment avoir l'information. Et là, voilà, bonne réaction parfaite pour Armax. Il le voit dropper, ok tu veux dropper, t'auras rien chez toi. Donc prends pas P3 comme ça. Je m'appelle Armax, je suis un Zerg. Ok, je vais t'agresser un peu partout. Bon, finalement, il a un pylône, il va devoir reculer. Il n'y a pas le hard target sur le pylône. C'est pour ça aussi que, justement, voilà, l'overcharge pour la B3 maintenant, avant il fallait poser un Nexus pour pouvoir le défendre. Maintenant, il suffit de poser un pylône. Tu poses un pylône, tu as posé ta B3. C'est comme ça que ça fonctionne. Et les Zerglings qui sont en contre-attaque, ça paraît malin, mais face à un joueur qui multitask, t'es pas forcément gagnant. Parce qu'une overcharge, tu tiens bien. Alors que là, ça c'est stylé. Un aiguillon, je vais dire, tu tiens bien aussi. Mais c'est un coup, alors que l'overcharge est gratuite. Et il va malgré ça quand même perdre beaucoup. Déjà, 7 ouvriers, c'est masse. Ouais. C'est masse. C'est beaucoup. En plus, il va essayer de partir avec ses... ça continue. Hein. Derrière, il est en train de développer peut-être, pourquoi pas, un timing. Des fois, tu vois, le mec, il balance 10 adeptes, tu lui crames les 10, tu sais que le mec est un peu en retard, tu contre-attaques, tu le mets mal. Mais là, non. Il a tué que 4 adeptes pour 10 drones, plus Zerglings qui n'ont rien fait. Éventuellement, il va perdre 2 dominants. C'est même pas éventuellement, c'est il va les perdre. Ça coûte
trop cher. C'est surprenant d'envoyer cher. deux. Là, t'en vois qu'un seul, t'en as pas besoin d'envoyer les deux. Et là, bon, certes, il a eu l'information de ce qu'il est en train de faire, mais derrière, il a perdu des Overlords. Donc 2 Overlords, il est supply block. Il doit refaire 4 Overlords à ce moment-là de la partie. Il doit produire. Il fait Roach, Hydra et Laxden. Alors je pense qu'il va partir aussi sur Lurker. Parce qu'en ce moment, en middle game, c'est les Lurkers qui peinent les Protoss, qui ont vraiment du mal. Donc on va voir comment ça se joue, parce que n'oublions pas que sur cette map là, attaquer la B3 est assez facile pour les Protoss en blink, parce que tu peux attaquer à droite et à gauche, donc tu peux essayer de jouer avec le blink et de jouer, mais après le problème c'est qu'il faut y arriver quoi. En parlant de Lurker, est-ce que tu as déjà vu Revolver jouer? Ah, je l'ai joué, il m'a insulté. Ah normal, c'est Revolver. C'est Revolver. Non, mais je l'ai vu jouer, ouais, mais contre Protoss, il a joué en mode abus Lurker, et genre, je sais pas, il a 5 Lurkers, il y a 3 disrupteurs en haut de la rampe, et il s'en fout. Il monte la rampe de la B2, et il plante tous les Lurkers dans la base du joueur Protoss en mode OZEF total. Tu dis, non mais c'est complètement nul. Et là tu vois petit à petit la base Protoss qui se décompose, tu fais mince, c'est trop cheaté. Il joue complètement bullshit sur le jeu, et c'est énorme à avoir joué quoi. Ouais mais s'il fait ça, les disrupteurs il les massacre. Tu dois pas perdre les disrupteurs. S'il balance, si c'est 5 lurkers, certes c'est fort, mais tu te fais balancer les 5 lurkers, ils sont réunis, mais les disrupteurs tu balances et tu recules les disrupteurs pour pas mourir. Les 5 lurkers ils meurent, non? Oui, non mais lui il le fait d'une il en a manière rien à tellement foutre, casse-croûte, il y a comme le Terran qui va steam offensif pour passer, Ah, ok. tu vois, sans le tandis qu'il le champ de force. Il te le fait en mode tellement bourrin, tellement kamikaze, il va perdre 2-3 lurkers, mais vu qu'il en a 6, il y en a 3 qui restent et bah ça suffit. Non mais je te dis, il a des timings complètement fumés. Ah, ok. Là c'est du lurker macro game, donc c'est là où tu as l'interaction entre lurker planté, déplanté, split et puis le disrupteur qui time. Qui time un peu le tout. Là pour l'instant, Armax qui est pas trop mal dans la game. Hein. Il prend B4, là c'est juste, il a besoin de défendre cette attaque et je pense qu'il serait devant. Parce que là il prend B4, les lurkers qui sont pas encore finis, n'oublions pas que le bâtiment lurker. Et le problème c'est qu'il le voit pas. Et regarde-moi ça. Alors qu'il voulait jouer malin. Il y a un petit drop, ça c'est stylé, on a envie de voir ce genre de choses. Bon. C'est pas le plus. Parce que là, le drop il peut le perdre là. Le drop qui passe en plein milieu de la famille comme ça. Et là c'est dommage parce que là le map control n'était pas là. Quand t'es Zerg, t'envoies limite un petit Zerging par-ci par-là pour voir quand ça arrive. Il a voulu prendre cette B4 qui était en haut, mais il faut voir quand il sort. Et là attention. Oh les lurkers ils sont tous en prod. Oh par chance une boulette du disrupteur a déjà été balancée. Donc tu vois au niveau du timer, il n'y en a plus qu'une et tout parce que sinon tu vas péter carrément les cocons. Hein. Là c'est vu. Ouais c'est bon, les lurkers vont pouvoir survivre. Mais à quel prix? Il a perdu quand même un gaz. Oh, il y a Attention. tellement de lurkers. Oh la vache. Ça va. C'est bien joué de la part de Destro qui perd presque rien. Ouais, parce que là le but c'est faire un maximum de dommages avec les stalkers, deuxième complexe robotique et tu montes en compte de le petit drop de disrupteur. Oh la vache. C'est pas mal ce qu'il fait, hein, franchement. Ouais. Il balance pour tuer le maximum, c'est propre, hein, c'est propre et clair. Parce que là, il tue quelques propres et en même temps. Donc ça fait finalement. Tu vois, c'est là où le joueur belge est intelligent. Parce qu'il s'est dit, c'est Destro. J'ai vu la première game, il était pas bien niveau multi-attaque. Mais regarde ce qui se passe. Et comme je dis, le truc, normalement, c'est ta double complexe robot, tu pompes des disrupteurs. Là, il y en a que 3. Est-ce qu'il en produit? Non. Donc là, si les genre 6-7 lurkers traversent la carte, se plantent devant la B3, il peut y avoir un gros problème. Hein. Regarde, tu vois? Tu multitasques, voilà. Je trouve ça vraiment propre. Ah, mais je trouve propre de la part d'Armax. Et on peut plus. C'est là où tu te dis, c'est comme ça qu'il faut jouer. J'ai vu ses erreurs et son point fatidique, c'est le macro, c'est le multitask. Et juste avec 2 drops, mais si c'est 2 drops avec 4 routes chacun. Il commence qu'il a pris en début de game. Et là, il balance allez, le 6 spoil, on va mettre la pop derrière. Mais oui, bien sûr. Maintenant, il faut voir quand même la transition. Il faut peut-être aller un tier 3 ou les petits croissances changiques de l'infestateur. Il cherche à monter en pop, mais... Oh là là, mais t'avances jamais de ça. Ouais, enfin, faudrait pas que Armax s'enterre, tu vois, sur juste ce qu'il est en train de faire. Parce que là ce qui se passe, c'est qu'il balance des bons, regarde. Attention, là il blink out. Oh, sur le creep. Il est sur le creep, donc c'est à dire que les distos vont plus vite. Mais attention, là c'est complètement compact. Là s'il balançait les 3 boules sur les lurkers mourraient. Hein. Donc attention à ce que fait Armax. Lurker c'est fort, mais pas bien regroupé. Parce que disrupteur, ça peut faire mal. Faut rappeler ces 2 boulettes, enfin c'est une boulette entière, hein, c'est un truc comme ça. 3 Stargate. Ça sent comme la transition Void Ray. Certains vont chercher le carrière, mais là, ça me paraît un petit peu tardif. Donc en général, c'est repasser sur un peu d'aérien, qui est un mix très compliqué à gérer parce que le Void Ray est lent. C'est lent, ça accélère pas. Et dès que tu as juste besoin de rajouter quelques Ravagers, quelques Hydra de plus, la vache. What? Mais tu vois, là, oh, la bulle. Là je trouve que Destro joue intelligemment.
Alors leur cœur c'est fort, mais c'est pas mobile. C'est-à-dire que si il fait le multitask, je vais sur la B4, je vais sur la B5 et je fais des allers-retours, je fais effet essuie-glace, ça passe crème. Regarde, il a détruit une base, il fait mal à l'autre, il est en train de dropper et ça à lui de faire le multitask. Et derrière, qu'est-ce qu'il fait? Le gros switch aérien et finalement il va partir sur carrière. Ouais, c'est ce qui me surprend parce que ça vient tard. Et il est là le problème. Si, alors il est mal mené pour l'instant Armax, donc il cherche à défendre. Mais si détecte en fait il y a un gros timing carrière qui est en train d'être lancé, il peut traverser la carte, il plante la douzaine, je sais pas, même quinzaine de lurkers qu'il a, il en perd 4-5, mais les autres rasent la base, rasent la B3, rasent la B4. Il faudrait qu'il identifie la chose. Mais il le sait pas. Voilà, c'est ça. Et là, tu sais pourquoi il le sait pas? Bah parce que tout simplement Destro joue très bien l'agressif. C'est-à-dire que la meilleure défense c'est l'attaque et c'est ce qu'il fait. Je t'agresse, c'est-à-dire que tu es obligé de défendre. Tu peux pas avoir tes lurkers à l'attaque et à la défense, sauf si tu splits. Mais si tu splits au mauvais moment, Destro peut t'attraper. Donc c'est ça le fait. C'est Armax c'est dans le noir et là. Ce cri. Non mais regarde ce qu'il fait. Ouais, bah des tempêtes. Des tempêtes. Moi je pensais qu'il allait partir sur carrière. Bah pareil. Non c'est bon. C'est bon, calme. Parce que là, ils vont nous rendre cardiaque les mecs. Hein. Attends mais je comprends pas pourquoi 3 tempestes. Mais il veut shot les trucs de loin, mais c'est la galère. Hein. Voilà ce qu'il faut faire. Là il faut tout simplement, attention, là, pomme, ça explose, ça fait mal. Ouais. Là c'est bien splitté, le problème c'est que les lurkers sont bien splittés mais vers la droite, c'est-à-dire que là sur la B4, attention, et là qu'est-ce qui se passe? Il y a l'autre base en bas qui est en train de se faire détruire aussi. Ouais, non mais c'est là où quand t'as autant de lurkers, tu peux te permettre de remettre un ou deux, tu vois, dans des drops, tu débarques derrière la B4, tu t'attends, et le mec, tu vois, quand il fait un blink défensif, tu reviens planter genre 2-3 lurkers dans son dos et tout, et tu l'encercles. Mais voilà, c'est hyper compliqué à mettre en place. Et si tu te foires, tu te fais complètement défoncer. Donc on peut pas trop en vouloir à Max de ne pas le faire, surtout qu'il a perdu tout son crib, donc l'aspect mobilité est quand même bien réduit désormais. Et il continue sur Tempest, c'est marrant. C'est surprenant, mais c'est pas mal aussi hein, contre leur cœur. Pourquoi pas faire des tempêtes? Ça tire vraiment loin et ça peut les détruire rapidement. Mais carrière, j'aurais préféré à ce moment de la partie. Carrière, c'était, pour moi, c'est le best parce que en fait, c'est que 12 hydra et tu peux finir la game rapidement, quoi. Enfin, après, c'est chacun son point de vue. Après, lui, il s'est dit, mon gars, moi j'ai le même nombre de bases, je vais pas bouger. Là, tu vois, c'est le panda. C'est le mec, il a son il est tranquillement, il est dans sa petite caverne. Tempête, ça va à son rythme, tu vois, c'est un shot toutes les 30 secondes. Voilà, c'est bon, s'il veut m'attaquer, il n'y a pas de souci. Ouais, le double lurker hype. Drop lurker. Oui, c'est beau, c'est fort. Et ça, c'est relou à gérer. Je crois que ça a été vu. Hein. C'est pour ça que la meilleure unité contre ça, c'est presque avoir le dark. Oh non. Salut, tu voulais faire un drop? Ça sera pas maintenant. La meilleure unité contre ça, c'est avoir un Dark Shrine. Hein. C'est le DT. Les tempêtes à la poursuite, mais tu ne vivras pas assez longtemps. Oh non, déception ultime. Déception ultime. Bon, parce que Destro, là, il est en bonne voie. Hein. Il a annoncé son 4-0. Armax semblait pas trop mal il y a quelques instants, mais Destro pose le multitask. Ouais. Et c'est Armax finalement qui, sur le multifront, se fait un peu, c'est affolant. Un petit peu banane. Il fait 11 roach. En face, il y a des c'est assez surprenant. Il veut finir la game en bas, mais en haut, il faut faire attention. Je trouve qu'il n'y a pas assez d'hydra. En fait, il faut faire vraiment attention. Il peut effectivement y avoir le style où justement tu négliges les tempêtes. Les tempêtes sont là, mais si tu prends la fight rapidement, vu le DPS moisi des tempêtes, mais si tu crames le sol, après, limite, s'en fout, tu cours, tu rases les bases. Encore petit le troll. Oh la vache. Oh lolo. Ah, l'unité du démon, quoi. Ouais, mais là, voilà. Là, tu fais quoi? Tu es obligé de rentrer dedans. Le problème, c'est que tu n'as pas assez d'hydra. Derrière, tu as les stalkers. Voilà, là, cette base va être détruite assez rapidement. Et je pense que là, à ce moment de la partie, Armax ne doit pas prendre ces bases-là. Il doit prendre le haut et laisser tomber le bas, ou vice-versa. Ouais. Mais là, ce qu'il veut, c'est qu'il veut prendre la B4 d'en haut et la B5 d'en bas. Mais non, tu dois défendre un point parce que tu as des lurkers. Faut accepter la coupe en deux de la carte. Hein, et tu commences à défendre avec des spines, des sports. Et voilà, le Darshan qui est balancé. Moi, c'est la meilleure option. La meilleure option contre les lurkers qui, comme ça, qui arrivent un peu partout, c'est que tu warp un DT, un observateur, et tu te débrouilles. Voilà, hop, la B5 qui tombe. Derrière. Pour l'instant, il n'y a pas. Enfin, il est parti sur Viper, mais une Viper, c'est pas ça qui va avoir la différence. C'est limite 3 Vipers qu'il faut. Mais surtout, faut des Vipers qui vont risquer de se faire one-shot, effectivement, parce qu'il n'y en a pas assez. Ouais. Est-ce qu'il a les hydras? Ouais, il a les hydras au sol, mais même, tu ramènes 2-3 tempêtes, et pendant ce temps, la distributeur balance des boulettes, tu te fais exploser la face. Le seul intérêt réel, là, des Vipers, je pense que ça va être le cloud. Ouais, où tu prends un fight bourrin, le gars est dos au mur, tu plantes les lurkers, tu mets des clouds, il peut pas cramer tes lurkers et tu le bousilles. Le grapp, là, sauf grosse erreur de micro-gestion de la part de Destro, va pas être rentable. Ou l'irradiate aussi. Irradiate.
contre Tempête. Il pourrait faire ça aussi. Ouais. Mais bon, genre limite Bah, faire 2 Irradiate et derrière les Cloud Cloud. il a 15 de range, ils sont loin derrière quoi. Ouais. Mais oui, c'est. Il y a pas mal de possibilités, je sais pas laquelle il va choisir. Soit Cloud serait intéressant, Cloud plus Irradiate serait pas mal. Mais ouais, c'est ce qui me choque avec maintenant la Vipère, t'arrives dessus, tu fais il y a un peu trop de boutons pour cette unité quand même. Tu as 4, tu te dis ça commence à être tricky. Hein. Ah. Non mais mine de rien, hein, tu dis il y a 4 trucs à faire avec. Attention. Elle essaie de voir où est la base. Tu vois, le fait que Destro s'est dit je prends en bas et je te laisse là en haut, c'est bien parce que c'est lui qui a décidé ça et c'est base. Il a juste besoin de défendre le bas. Alors que là, t'as Armax, il voulait défendre en bas, en haut, en bas, en haut. Le problème c'est que t'as des lurkers, la mobilité était de 0. Là, Destro va, je pense, finir la game. Il veut finir la game maintenant, il a l'argent. Alors là, pour l'instant, ce qui est étrange, c'est qu'il n'a pas balancé plus de Stargate ou plus de bâtiments de Gateway. Là, il partait sur 3 Stargates de plus, t'as 6 Stargates, tu reprends de carrière et c'est bon quoi. Comme mine de rien, tu reprends pas grand chose de plus. Oh là là. Il n'y a pas l'oracle non plus, qui est là pour faire la révélation normalement, et puis après tu mets des free shots sur les lurkers, blablabla, on connaît l'histoire. Il y a quand même la masse de vipères, il y a la concave. Attention, le drop qui va peut-être tuer la hive, attention à lui. Parce que c'est galère, hein. Sans révélation, juste l'observateur, ça se fait très très vite deny. Ouais. Il n'y a pas d'homme. Et s'il va lancer les bombes, bombes. Ah non, il est poulain. Oh la vache, il prend tout. Mais le problème c'est que le souci c'est de prendre. Il a rien pour tuer. Voilà, il a rien pour tuer. Le problème c'est qu'il a pris tellement de tempêtes, bah t'as trop de target. Si t'as trop de target, tu ne tues pas. Oh non, c'est triste. La gourmandise sur le mec, il a les yeux plus gros que le ventre. Il a voulu tout récupérer finalement. Alors qu'il faut faire 2 par 2, tu vois, tranquillement. Là, il a pas assez de trucs, il en prend les 4. Comme tu l'as dit, t'en chopes 2, tu balances Irradiate sur les autres, exactement. Et puis tu bricoles un truc. Il repart sur Viper, il repart sur Hydra, enfin ça relance un complexe robotique, ça rebalance du disrupteur. Mais ouais. Mais même tu vois, Destro, tu vois, il repart, il reste sur sa même compo, qu'on envoie un peu les limites alors qu'il partirait sur un petit Voidorek carrière bien tranquille, même si t'as la masse de Viper. Ça. Plus. Allez, t'as pas ton sort en plus, derrière je te balance tout le reste, derrière qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu défends ta main ou tu défends tes bases qui pompent? C'est ça le souci. Et là les DT qui font un carnage. Et là c'est limite, voilà, on disait que c'était Destro le problème des multitasks, mais maintenant c'est Air Max qu'on voit à cause des lurkers, le multitask c'est dur à gérer. La Spire qui tombe, le Lair qui est tombé, les Hydras qui tombent, le carnage, et derrière t'as pas assez de banque. Tu vois la banque de Destro? Il est riche comme Crésus. Alors qu'Armax, voilà quoi. Et c'est GG. Est-ce qu'on aura un Destro qui va mettre 4-0 ou pas? Est-ce qu'on va le voir ou pas? Là franchement, il est bien parti pour. Il fait ses victoires tranquille, posé. Peu de multitask, il fait sa macro game, il va pas chercher la folie, il va pas chercher all-in. Quand tu veux chercher un 4-0, tu fais pas des all-in en boucle, tu construis ton jeu. Alors bien sûr, il y a pas mal de moments où on dit ouais là il pourrait être servi, mais clairement le mec il gagne, il fait son truc, il pose son jeu, 20 minutes de game, macro, il force le gestion adversaire, c'est bon, fini. Hop, à plus. Elle aime bien tuer la personne, mais lentement, tu vois. Hop, tu vas mourir, mais tranquillement. J'ai pas envie de te tuer d'un coup. J'ai l'avantage, je continue à avoir l'avantage et j'avance. Et en fait, tu vois, c'est le panda style. C'est je veux pas faire d'erreur, même si j'en fais un petit peu, je veux pas faire les grosses erreurs pour que le joueur te rattrape. Mais non, voilà. On va voir ce que le canapé en pense, alors qu'on a récupéré une nouvelle personne. L'elfe, comment vas-tu? Bonsoir, ouais, ça va bien, merci. Qu'est-ce que j'en pense? J'ai pensé qu'en fait, j'étais d'accord avec la remarque de Moment sur le fait que Destro avait un peu subi le multitask sur la première et que ça a failli le perdre. Mais j'ai un peu l'impression qu'en fait, Armax là s'est perdu sur celle-là à vouloir le tenter et finalement c'est lui qui s'est jeté dans le fossé tout seul, quoi. C'est à peu près ça. Ton joueur, vu que n'oublions pas qu'il est A, qu'est-ce que t'en penses de ton joueur là? Qu'est-ce qui se passe? Alors, déjà, j'aimerais revenir sur le jeu de Destro. J'étais un peu sceptique sur le choix des Tempest et au final, ça a marché sur 2 niveaux. C'est que le premier, je pense qu'Armax a jamais rencontré cette situation. Justement, on le disait tout à l'heure, il a fait que 100 games cette saison. Et peut-être que le combo Disruptor Tempest, il était un peu perdu. Enfin, on voyait, il a pas du tout réagi correctement à cette situation. Et la deuxième, c'est que au final, c'est assez dur en ZVP actuellement de finir un joueur Zerg qui a beaucoup de lurkers si tu fais que des unités au sol. Donc le switch aérien, il est quasiment obligatoire. Et à ce niveau-là, il a bien pris son temps, il s'est pas pressé, il a deny les bases, donc il a contain le joueur Zerg sur 3-4 bases. Et Airmax, il avait une bonne idée, c'était d'essayer le multitask, mais derrière, au niveau du plan de jeu, ça suivait pas, au niveau de la compo d'armée, ça suivait pas. Refaire 8 lurkers, à mon avis, c'était une grosse erreur, quand il en avait déjà 12. Ça, je suis vraiment pas d'accord avec ce move. Où je pense, là où il y a la grosse boulette du monde d'expérience aussi, c'est au niveau du build. Tu pars sur Speedlink, c'est pour défendre chez toi. Deny la B3 du Protoss, c'est
9 fois sur 10, c'est pas rentable. Pourquoi? Parce que le gars, c'est pas. Ouais. Il pose le Nexus et tant que le Nexus n'est pas posé, tu l'emmerdes. Non, c'est le mec, il a posé un pylône, c'est fini. Donc soit tu es là avec tes airlings avant qu'il pose sa V3 et tu essaies de gratter la sonde. Mais si tu remplis ces conditions, ça veut dire que tu as produit beaucoup de airlings super tôt. Et du coup, par définition, tu t'es mis un petit peu en retard face à un joueur qui ne cherche même pas rapidement la V3, qui va t'emmerder. Donc déjà, il fait des airlings qui font rien, ils se font deny. Pendant que chez lui, en fait, du coup, il est à poil, il a une spine. Mais le temps que la spine, elle tape les adeptes, le gars il perd 9 drones pour 4 adeptes. Dans l'histoire, il a perdu 9 Il se met au fond sur les deux fronts. Du coup, il est complètement en retard. Mais malgré ça, il est bien revenu avec ses drops Rochitra. Et c'est là où, quand même, moi, un peu ma plus grande frustration sur ce match-là, le premier drop qui se fait intercepter. Tu vois? Enfin, il l'a pas perdu, mais il envoie le drop, et là, il y a toute la pop Protoss qui vont lui chercher sa B4. Comme tu l'as dit, il manquait le petit zergling pour voir le Protoss venir. S'il l'avait vu, il aurait été en concave en bas de rampe. Peut-être pas, il aurait eu le lurker, parce que niveau timing, il était juste, mais le premier drop, il l'aurait passé. Il l'aurait passé au moment où le gars il est en train d'aller chercher la B4, ce qui fait que des fois, tu gagnes un petit peu de temps, tu places mieux tes lurkers. Le Protoss a cassé la B4, il est monté sur la B3, il a fait beaucoup de dommages. Voilà, il y avait moyen de faire beaucoup mieux en changeant 3 fois rien côté max, mais comme l'a dit Balrog, il a entre guillemets que 100 games cette saison, donc face à un joueur comme Desro qui a farmé comme un porc et depuis longtemps Legacy, voilà, il a peut-être un peu de retard. Exactement. Et bon, pour la suite, on va faire une petite page de publicité et c'est la suite pour les Nation Wars 3. Bah non, on n'a pas besoin, on sait qui est le dernier. C'est PVP, ça. On le sait tous. Oui. On le sait, on n'a pas besoin de le dire. Oui. Et donc, on se rejoint pour la suite du tournoi. Est-ce que Desro va faire 4-0? On verra juste après la pub. À tout de suite. Et de retour pour ce match. Deuxième jour de qualification pour les Nation Wars 3, le Canada et la Belgique qui s'affrontent, mais surtout Desro qui roule sur les Belges pour l'instant, tout simplement. Oui, c'est roule, mais tranquillement. Tu vois, il roule, il est en première. Tu vois, il y a le petit panneau de limitation de vitesse et dit je vais aller à bon port, mais à mon rythme à moi. Voilà. Non, franchement, il fait ce qu'il faut. Il y a eu un rythme tranquille et s'il va pouvoir le faire, le reporter sur cette troisième game face à Ares, PVP, Stalker, Disrupteur, aérien, des fois c'est très dynamique, il faut être nerveux. Ça me paraît pas spécialement évident. Je sais pas ce que tu en penses. Je dirais qu'à la fois il a sorti le joueur le plus dangereux de la team belge, à savoir Armax, et se retrouve dans le match-up où il y a peut-être pour l'instant le plus de parts de hasard, de chance, j'ai envie de dire. Un match-up en fait qui se décide en une fraction de seconde. T'as un disrupteur qui tape, t'es pas dessus et tu peux perdre 42 pop sur un disrupteur. Des fois t'es même dessus, on l'a vu hier, t'es dessus et pourtant tu perds 42 pop. C'est ça, casse qui steam et qui ne split pas, bien sûr. Très bonne idée face au disrupteur. 5 années de... 5 years of StarCraft 2, 5 heures après 50 de StarCraft 2, je reste nerveux. Bah ouais, c'est pas 50 StarCraft 2, c'est la compétition, ça reste de la compète, ça reste de la compète, surtout pour un Desro qui certes est un joueur, mais qui est également un entertainer, j'ai envie de dire au sens large, avec des talk shows, etc. Et qui du coup... Enfin, c'est pas quelqu'un qui a l'habitude, par exemple, d'aller très très loin dans les tournois. On peut penser à des joueurs qui ont eu du mal avec leur nerf en finale. Même un Sou, on a tendance Sou. L'expérience de jeu, le fait d'aller très loin dans les tournois, ça lui permettrait peut-être d'être moins stressé pour Nation Wars 3. Sur Desro, on est plus au stade où voilà, c'est un très très bon joueur, mais t'as encore un peu de stress. On est encore loin du niveau des SOS Life, allez, bullshit games sur les dernières. Allez, on balance tout, on n'a rien à faire. Voilà, il y a encore un petit peu de chemin à parcourir, mais on a quand même de la game de très très bonne qualité. La game a lancé bien vite ici. Ares contre Desro. Et du coup, un PVP avec ici, pour la team belge, du coup, 3e et avant-dernier joueur, puisqu'il y aura un revive. Il est Protoss, il est rouge, ancien de la team Nuit Blanche, au passage. Du coup, on pourra parler un peu de lui. Ares, qui a un homonyme germain. Enfin, oui, non, du coup. Je sais jamais lequel est lequel, et que je me compte les gars là-dedans. Celui qui macro est belge, celui qui all-in est allemand. Et voilà, nous avons en bas à gauche, il tient bon. Il s'agit de Desro, le capitaine de l'équipe canadienne, qui en est à 2-0, tranquillement. Il affronte peut-être le joueur qu'on attend le moins. Je sais pas ce que tu en penses de l'équipe belge. Non, enfin je sais pas, moi j'attendais un peu plus Armail et Great Teacher. Où est-ce que tu mettras Ares en tant que Nuit Blanche? Disons, il est ex-Nuit Blanche, mais j'étais très déçu par Armax. J'étais un peu déçu par Great Teacher, je pense que les nerfs ont joué une part. Et Ares, Great Teacher, pour moi, c'est à peu près le même niveau, c'est-à-dire
temps en temps t'es GM quand t'as une bonne forme, tu vois, quand t'as un bon run, mais c'est pas les gens qui sont GM depuis 15 saisons ou qui sont top 50. Donc à voir hein, pour un reste qui est lui c'est décomplexé. Et je te disais le Belge macro, le Nexus First en PVP il passe crème. Apparemment c'est une très très bonne opening d'après les potos auxquels j'ai pu parler. Parce que mine de rien, qu'est-ce que tu veux y faire autre que quadruple proxy gate blind à l'arrache et encore. Quand tu y penses, c'est toujours le même esprit, c'est que ton tech il vient trop tard. Et l'adepte, on dit, ouah, c'est fort. Mais en fait, c'est punchy, rien du tout. Un adepte, ça se déplace à 2 à l'heure. Donc le temps de traverser la carte, même avec la shadow, t'es en galère. Et dès que tu as l'overcharge, tu mets un pylône, tu tiens à peu près tout n'importe quoi. Et tu viens de parler de l'overcharge, des changements très importants. Wings of HOTS, t'attendais 50 secondes, quasiment 1 minute pour avoir ton overcharge parce qu'il te fallait 50 d'énergie en plus. Là, ton Mothership Core, au moment où il sort pour ORS, il y a 2 overcharges. Donc il n'y a pas d'oracle qui vient et qui te ramasse parce que t'as pas d'entière. Non, il y a 2 pylônes, s'ils sont bien placés. Ça se passe très très bien. Les 2 joueurs qui se coûtent complètement dans les mauvaises positions. Ouais, sur les 4 slots, de toute façon, ça, on peut s'y attendre. Puis de toute façon, Nexus First, ça reste toujours très 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 punchy. Niveau écho, je vais dire, ça va être vu. Mais là, ça va être vu tard. Et quand c'est vu tard, en général, t'es au fond parce que tu as le gain économique si t'appuies vraiment dessus. Surtout que là, au niveau du scouting de son, je pense que Desro, en ayant croisé là son adversaire, il doit bien se douter que son adversaire, il est complètement à l'autre bout, qu'il n'a pas le scouter à avoir un bon paquet de temps. Ouais, on va voir. En général, t'es large. T'es large, d'autant plus qu'après, quand tu pars Nexus First, t'as ce petit avantage de prod, et ça, c'est quelque chose que les gens ont assez de mal à saisir. Mais quand tu pars CC First ou Nexus First, l'étape suivante, c'est de poser des bâtiments de prod, en fait, très vite, parce que t'as l'économie pour te les soutenir. Et là, il y a un portail de plus pour Ares, qui, quand on va se battre en adepte qu'on adapte, il en aura 2 fois plus. C'est une petite mécanique intéressante de StarCraft 2, mais qui aussi rend ses openings très très puissantes, comme on l'a dit. À voir maintenant si Ares arrive à prendre parti de sa meilleure opening dans ce match. Ouais, faut aller vite. Et là, il exploite bien. Et j'aime toujours quand c'est comme ça. Le mec, il fait 2 adeptes parce que c'est pour aller scouter, pour aller harceler, pour prendre des infos. Mais t'es en limite. Derrière, on a quoi? Du tracker. Parce que le tracker, ça reste la vraie unité Protoss. L'adepte, c'est un zélote un peu mieux. Et tu vois rarement des joueurs, à quelques exceptions près, gagner avec full zélote. On a vu du full adepte passer, mais c'est des quantités complètement bullshit à la bêta. À l'heure actuelle, c'est une unité Trichy, c'est un petit ajout, c'est un supplément dans la composition, mais ce qui fait mal, c'est le Stalker Kevin. C'est ça, et là le Stalker, on commence à en produire des 2 côtés. Desro est allé très 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 vite sur sa baie de soutien robotique. Ici, il y a 2 je pense. Ouais, tu cancel. Ouais, tu cancel. Mais t'as vu la robot qui tournait? Oui. Et le but de toute façon c'est toujours ça, c'est tu les envoies le plus loin possible, tu laisses le doute jusqu'au dernier moment à ton adversaire et tu cancel. Parce qu'il faut savoir que quand tu cancel de suite, en fait l'ombre s'arrête. Donc ça sert à rien de la cancel au bout d'1 seconde. Tu vas le plus loin possible, tu prends l'info, tu laisses le doute. Et on l'a vu, le gars il a dû laisser une petite unité en défense, ça y va pas, et non. Puis l'adepte, c'est aussi une énorme unité de scouting grâce à son nombre en fait qui permet, à l'image un peu d'un phénix halluciné, de prendre de l'information sans envoyer une unité aller le faire. Compris un op, c'est très très risqué d'envoyer un op scouté en PVP. Ton adversaire a aussi des ops. Le nombre de joueurs que tu vois qui perdent 2 ops, et c'est des ressources, c'est du temps de production sur ta robot qui bien sûr fait des disrupteurs. T'as pas envie que ça soit le cas. On part lentement mais sûrement vers la même chose des 2 côtés, à savoir la composition qui domine le match-up pour l'instant. Blinkstalker et Disruptor. Ah, et ça c'est tellement énorme. Et j'en ai regardé parce qu'en ce moment, j'ai beau être Zerg, les streams que je regarde le plus, c'est les streams de joueurs Protoss. Parce que malheureusement, Protoss est un peu en dessous, il faut comme l'avouer à l'heure actuelle. Et en compétition, il n'y en a quasiment aucun. Donc, même moi qui suis Legacy tout le temps, je ne sais pas trop comment ça se passe chez Protoss. Donc je regarde les streams de Protoss, tu vois. Des fois il y a peu de principalement Parting ces derniers temps qui stream quasiment toujours. Je regarde, j'observe. Et quand tu le vois micro gérer avec Disruptor et Stalker Blink, c'est tellement énorme. Il y a toujours des. T'as pas que du défensif, tu vois. Il y a des moves où t'as des gros blinkings dans un Disruptor en mode t'es en plein milieu des boulettes et t'espères les tuer avant. C'est ultra difficile à gérer. Et je pense qu'il va falloir au moins attendre 6 mois, 1 an avant d'avoir les joueurs qui commencent à maîtriser correctement la mécanique du truc. C'est ça. Et en parlant de Blink, j'ai l'impression qu'on est parti sur un drop double disrupteur pour Desro. Et ça me fait peur parce que le Blink en face est en train de se finir et qu'on a déjà les C8 Stalkers qui te sanctionnent. Par contre, ces C8 Stalkers, ils sont pas là sur la map.
Va y avoir un problème, va y avoir un gros pépin, surtout que, comme tu l'as dit, on joue moins avec observateurs parce que les adeptes en début de partie, donc tu as un peu plus de confiance. Et aussi, tu as dit, voilà, la compo de base, c'est Stalker Disruptor. Donc tu scrutes moins, t'es moins en mode, il fait quoi le gars? Il pose du B3 vite, il fait des colosses, ou est-ce qu'il fait du Zelo de charge et compagnie. Non, on sait que le mec fait à peu près Disruptor, Stalker Blink, et on en oublie un peu les essentiels, c'est que par l'espace aérien, il peut se passer des choses. Ouais, attention, par contre là, on a un énorme avantage technologique pour Ares qui a le Blink et le Blink comme son Blink. C'est... Oh là là! Faut blink dessus! Ouais, mais. Il prend Je pense qu'en fait, il a raison de pas blink dessus. Il blinkait dessus, et là, t'imagines, t'as un blink back. Parce que tu vois, là, il a 20 secondes de blink. S'il y avait le blink, il savait pas ce qu'il y avait derrière. Il sait pas. Il voit qu'il y a 2 disrupteurs, mais il sait qu'il y a autre chose à côté, forcément. Il n'y a pas 2 disrupteurs qui traversent la carte en mode à l'arrache. Je suis d'accord avec toi. On a préféré le choix safe là, l'aventure dans le noir. Par contre, on a donné son ops, c'était le seul ops de la partie. Et du coup, ça fait de faire peu d'ops, on pourra voir peut-être si la game dure, mais ça rend les DT tellement plus forts dans le match-up. Le nombre de games où tu vois le mec qui la renverse juste avec des DT parce qu'il a snipé le seul ops de son adversaire. Attention ici, la guerre qui commence. La guerre, voilà, de tranchées vraiment. Guerre nucléaire à de tranchées quoi. T'es dans ton bunker et il y a un mec qui te balance des nukes dessus. Voilà. Et toi, tu lui balances des nukes sur son bunker à lui. Ah non, c'est vraiment ultra vénère comme match-up. On a le complexe robotique mis devant, mode... Attention. Oh ouais, ça c'est pas mal, hein, le kill du sculpteur, c'est plutôt bolty. T'as du stress non-stop. Je pense que... Enfin, nerveusement, tu prends cher à jouer à Sarkhan. De toute façon, on le savait, mais sur Legacy, ça va être encore pire. Enfin, tu fais pas 10 heures de PvP dans ta journée, quoi, en fait. C'est ça, il va falloir être fort sur les nerfs, attention. Oh là là, puis 2 fois ça manque le disrupteur, mais c'est énorme hein, ce qu'il est en train de faire Desro. Tuer disrupteur adverse, c'est presque le plus important parce que ça t'assure la domination. Ouais. Peut-être son nombre, et voilà, là, il est à 100% contre 0, il peut... Oh là. Et il est en sous-nombre, Ares, il peut rien revenir. Parce qu'à la limite, même si t'es en sous-nombre, tant que tu cycles à peu près des boulettes, tu forces l'adversaire à te tenir un peu en respect. Ici on donne un seul stalker, mais il y a tellement plus comme Desro, comme tu as dit. Et on voit pas d'où va venir la boulette magique pour Ares parce qu'il a pas de disrupteur pour l'instant. Là, le blink est bon, mais on a juste beaucoup moins blink offensif de Desro. GG. Et là, il y a la frustration parce qu'on a vu le CC first, on a vu le bon call, et derrière, l'exploitation malheureusement a quasiment été néant. On a eu les doubles portails pour faire les 2 adeptes. En fait, les trackers qui suivaient, c'était mou du genou. Et au final, les deux joueurs sont arrivés quasiment sur un pied d'égalité en mid-game. Seulement, il y en a un qui a rushé le blink, il en a rien fait. L'autre qui est parti sur un peu plutôt des disrupteurs, il en avait 2 d'avance. Et après, ça a été un no-match niveau micro-échelon. Je sais pas ce que vous en avez pensé sur le canap, mais... il s'est fait maltraiter là quand même, Ares. Enfin, il n'y a pas eu de doute à un seul moment pour Desro. Il était beaucoup plus en place. Et enfin, je pense qu'il y a à mon avis beaucoup plus de games parce qu'on sent qu'il est beaucoup plus adapté au timing des disrupteurs, etc., au placement des stalkers pour engager. Enfin, c'était one-sided vraiment. On voit vraiment quand même que la micro de Desro sur les engagements était vraiment, on va dire, optimale par rapport à ceux de Ares qui étaient très moyens. Les blinks étaient quand même pas exceptionnels de la part d'Ares. Finalement, la game qui était très égale jusqu'à ce que les joueurs s'envoient des petites bouboules dans la face. Et finalement, à partir du moment où Desro a envoyé ses disrupteurs dans l'armée ennemie, comme il était toujours en position d'attaque et que Ares était en position de défense, qu'il n'arrivait pas à les envoyer correctement, il a perdu 2 ou 3 disrupteurs juste sur des boules. C'était même pas des stalkers. Et à partir de là, il avait plus de disrupteurs, il met plus la pression sur son adversaire. Et la micro c'était pas le même niveau de micro de la part des 2 joueurs, on va dire. Ouais, j'aime beaucoup le mot que tu as dit, optimal. Il n'y a pas eu de... Le mec qui prend des risques de ouf, il part dans tous les sens, et il arrive, il est positionné, il est parfait. La boulette, elle est envoyée au bon moment, il va au bon endroit, il tue un disrupteur, il en tue un deuxième. C'est parfait. Hop, c'est ce qui nous montre sur les deux premières games. Il n'y a pas d'étincelle, d'éclat, de move de dingue, de génie. Il fait ce qu'il faut en Protoss. Le mec, il sait jouer à Legacy, il joue à Legacy, et il défonce ses adversaires jusqu'à maintenant. Il en est à 3-0. Parce que maintenant, on se pose une question, mon cher Ibrahim. Qui est-ce qu'on revive? Yes. Pronostic, tu commences. Armax. Je vais dire Armax aussi. Ouais, j'hésite avec Great Teacher, parce que au final, presque celui qui l'a... Enfin, les deux, Great Teacher et Armax, les deux l'ont mis en difficulté. Mais c'est vrai que tu dis Great Teacher, il peut aller chercher des throws. Ça va être dur ensuite. Ça va être très dur ensuite. Là, il y a quand même un objectif de... Il faut passer des throws.
Objectif number one. Et après, tu as 3 loustiques à recramer ensuite. Effectivement, ouais, c'est Armax peut-être le plus à même de en tout cas, d'avoir une chance de pas simplement mettre le point pour l'honneur, mais de grappiller derrière. On verra. Moi, j'ai trouvé dommage qu'ils envoient Armax en deuxième, sachant qu'il faut aussi prendre un peu en compte les serveurs. Je pense que Armax sur EU aurait peut-être été un peu plus confortable. Là, il va rejouer sur ENA, du coup. Bon, ça fait pas énormément la différence, hein, mais. Il y avait peut-être la carte, je sais pas. Après, voilà, il y a les cartes aussi. La première carte qui est quand même à choisir. Il voulait peut-être tâter le terrain. Peut-être aussi qu'il n'était pas sûr que ça allait être Destro. Ouais, il disait la carte elle est pas ouf, tu vois, je peux prendre Scarlett. Il s'est envoyé en deuxième. S'il est envoyé en deuxième, là pour le coup, là, il sait qui joue lui. Ouais, mais justement, tu sais, s'il l'avait envoyé en premier, il n'aurait pas su qui jouait en premier. Tu sais, je parle de l'envoyer en troisième. En tout cas, on va voir surtout qui est l'ace dans quelques secondes pour la Belgique pour éviter de se faire all kill par Destro. Et c'est Armax. GG Call. Quel canapé de qualité. Qui avait pronostiqué 4-0 jusqu'à maintenant? J'avais pas pronostiqué, je suis arrivé un peu tard, je suis désolé. Pronostiqué 4-0. Mais c'est pas fini, c'est pas fait, c'est le mec, c'est fini. Non, Armax, il peut complètement faire le. Enfin. En vrai, moi j'aurais pronostiqué 4-1 parce que je pensais que Destro sauterait quand j'ai vu que c'est lui qui était aligné et que derrière Huck ou Scarlett terminerait. Moi j'ai confiance, j'ai un peu surévalué le niveau d'Armax, du coup je le sentais capable de prendre pourquoi pas une game à. Mais complètement, parce que tu vois, je fais le malin, ouais, ça sent le 4-0, alors qu'en fait quand j'ai eu Destro aligné en fer, je me suis dit, je pensais pas que ça allait être lui, il peut pas y avoir 4-0. Alors, c'est vrai, faut dire, les pronostics sont donnés avant qu'on connaisse le premier joueur, c'est-à-dire que si Huck était en premier pour le Canada, tout le monde vote 4-0, mais du coup ça rend le truc un peu plus spicy aussi. Voilà, ça permet. Moi j'ai pronostiqué pour le dernier match aussi. Hein. T'as carrément fait. Ah oui, j'ai pronostiqué le dernier de suite. Hein. Voilà. On aura le temps d'en reparler plus tard. En tout cas, on va voir Destro qui joue pour le premier all kill de ces Nationals. Puisqu'on a eu un reverse all kill de Bly hier, mais il avait commencé par perdre sa première game. Et qu'ensuite, personne n'a réussi la performance d'aligner 4 mobs d'affilée. Là, ça serait le premier, le vrai, le beau, celui où tu mets 4-0, j'ai pas perdu une game, je suis aligné. Et j'explose toute la team adverse, revive compris. C'est plutôt sympa. C'est énorme, surtout que tu caches, tu vois, les grosses bites quand t'arrives et que tu fais, voilà, tu fais, ouais, allez, on a envoyé Huck et on a all kill. Tu fais, bon, je vais pas dire normal, mais voilà. Là, t'as le petit capitaine où il y en a beaucoup qui rigolent. Bon, c'est Destro, il est là parce qu'il fallait un troisième joueur, mais ça n'a jamais été un joueur professionnel. Non, il montre qu'il assure, qu'il a le niveau, et même s'il venait à perdre là, le mec, il a fait le job, 3 points. Il a battu toute l'équipe. Il a complètement été fait le job par ce joueur. Du coup, il est Protoss, il est bleu, il représente le Canada, mais aussi le Québec dans Underdogs. Team Canada, on va attendre que Coca s'active. Il s'agit bien sûr pour la team Destro de Destro. Une team à son nom, hein. C'est ça l'avenir. Manque juste la petite icône avec sa propre tête. Voilà. Kat nous l'a fait hier. Armax ici en haut à gauche, voilà pour l'équipe belge bien sûr. Joueur qui s'est assez régulièrement déplacé en France hein, pour les différents tournois, à Gamer Assembly, à Chefland je crois d'ailleurs, où je peux permettre de faire la petite pub pour toi parce que voilà, petit tournoi en France, il y a la Chefland le week-end du 27-28 parce que il n'y en a plus tant que ça. Des événements offline français. Donc voilà, si ça vous intéresse, alors peut-être que toutes les places sont vendues parce que malheureusement cette année ils ont descendu de 64 à 32 places à cause de CSGO, de ce que j'ai entendu. Est-ce que tu la feras mon cher Imre? Je passerai peut-être, mais du coup vu qu'on streamera la DreamHack à la même époque sur gaming, j'ai absolument pas de certitude sur mes disponibilités, je serai donc pas en train de me faire humilier en tant que joueur. Un Armax qui respecte beaucoup trop son adversaire car certes il a phase B2 sur la gold, mais pourquoi se limiter à une gold quand il y en a 2 disponibles Armax? Mais oui voilà, c'est ça. Si tu veux, je suis 100% d'accord avec toi, quand t'en as 2, t'en prends les 2. Surtout quand tu triple H avant pool, t'as aucune raison de pas le faire. Et pour le coup, je pense que c'est complètement pété. C'est-à-dire, tu fais 35-40 drones, full unit, et le mec fait rien. Yogo pas d'accord, Yogo qui fait la grimace. En fait, alors, j'ai joué peu ce genre de situation, donc je peux pas dire à quel point c'est pété, mais il se passe qu'il y a des mecs qui arrivent et qui font des pylônes un peu de faire en mode oh là là, t'es pylône partout, t'as des overcharges, et en fait c'est vite relou. Mais j'ai peu joué ça, donc je sais, tu vois, j'ai peu d'expérience pour apprendre à le contrer. Non mais je vais être d'accord avec toi en fait, je pense c'est si tu laisses le Zerg impuni sur ces 2 golds, genre si le mec mine vraiment sur ces 2 golds, là tu es dans la difficulté parce que non seulement il a un bon income mais surtout il fait pas de drone.
Et donc au moment où tu veux prendre ta B3, il y a 10 ravageurs, 70 Zerglings qui t'en empêchent. De toute façon, le principe de la gold, c'est pas la saturer pour avoir plus de revenus, parce qu'en fait, il y a moins de packs de minerais. Donc t'as pas réellement plus de revenus. C'est juste que à revenus égaux, t'as moins de drones. Donc comment tu l'utilises? Tac, 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 tac. Tu vas plus vite sur de la pop parce que tu as besoin de moins de drones et qu'en plus ton income monte plus rapidement et du coup t'en profites pour aller attaquer. C'est la meilleure solution. C'est pour ça que quasiment toutes les prises de gold sur c'était Overgrowth, sur Luxuriance, c'était enchaîné d'un Zergling, Roach, pression, que ce soit sur 2, que ce soit sur 3 bases. C'est toujours la même histoire. C'est on attaque. On va voir en tout cas comment il s'en sert Armax. Dans un premier temps, il a scouté le complexe robot de son adversaire. Il y a deux solutions vraiment aujourd'hui sur Legacy of the Void avec un complexe Rogo. Soit tu te manges un all-in à base immortelle qui existe encore quand même si c'est beaucoup moins fort que précédemment. Soit surtout c'est le drop adepte auquel tu t'attends mais qui n'a pas empêché Desro de faire 10 kills notamment avec un War Prism qui avait été scouté lors de leur rencontre précédente. Et oh là 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 là. Ah là. Le petit drop qui vient tard d'une certaine manière aussi, mais quand il pense... La boulette, elle a combien de range en vrai la boulette? Elle a un écran quasiment. Ouais, elle a un écran, c'est quoi? 12? C'est quasiment le tank à peu près? Non, le tank a plus d'un écran. Non, mais ouais, mais. 12? La boulette en range, j'avoue, c'est question. En termes de ça, bref, t'es sur un écran. Plus t'as les sets de portée de récupération du prisme transfert. Donc, tant que t'as pas de vraie unité. Tant que t'as pas 10 roach qui campent sous le prisme transfert, ben, tu galères. Alors, tu vas pas forcément subir des dommages énormes, mais tu ne vas rien pouvoir faire au prisme transfert. Alors, surtout que ce prisme aura speed. Du coup, il reste pas des tués. Après, il y a un petit trick que les joueurs vont très vite apprendre. Comment empêcher un disrupteur de ravager votre ligne de minerai? Tu poses une spore au milieu de ta ligne de minerai, pile poil sur le logo Nation Wars. Et tu fais passer tes drones de l'autre côté. Et la spore bloque la Nova Purificatrice. Parce que c'est les bâtiments, c'est le seul truc qui bloque. C'est comme les adeptes. C'est ça, et ça c'est vraiment un petit trick où les gens vont devoir s'adapter très très vite. On a vu Cass hier, il avait sa tourelle, il n'a pas réagi. Mais en fait, ça rend le drop disrupteur beaucoup moins efficace sur les workers. Ça n'empêche pas de ravager ton armée. Ça te permet de sauver normalement tes lignes de minerais si tu joues aussi vite que ton adversaire. On va voir si c'est le cas pour Armax dans cette partie. Petite contre-attaque ici avec des Zerg qui arrivent pile poil au bon moment. Ça, c'est génial pour un joueur Zerg. Tu deny la prop qui va poser la B3. Et tu vois, contrairement au problème tout à l'heure où je disais les Zerglings qui avaient été faits pour rien. Là, tu vois, déjà, il n'y en a plus que 6. Il n'y a pas la douzaine de tout à l'heure. Et de suite, il arrive au bon timing. Ah, mais là, il va prendre. Ouais. Pas si cher que ça. Le but, c'est de commencer. C'est de commencer à gratter. C'est pas de faire 1 milliard de kills. C'est d'y aller de suite. Alors on va écarter le bon Lelf qui était complètement allé sur le Wikipédia mais qui nous a confirmé que c'est 9. Du coup, 9 plus 7. La rangée de la boulette 9, ça me paraît faible, non? 9 c'est un colosse. Ouais, c'est le lurker. Ça va pas si vite que ça la boulette quand même. Ouais. C'est qu'elle est grosse. Non mais c'est peut-être 9 au centre de la boulette, tu vois ce que je veux dire? Et plus ça règne ça ferait 10, voilà, 10 et demi. Effectivement, il y a la hitbox qui est très très grosse de la boulette en plus, c'est vraiment les derniers pixels qui touchent. On va voir s'il arrive à faire plus de dégâts parce que là, c'est quand même un investissement massif. On parle de 300-300 pour ce disrupteur War Prism. Certes, les deux unités ont une utilité plus tard, mais tout de suite, tu investis beaucoup de sous dans quelque chose qui a tué 3 drones. Ouais. Et on contre Alors, contrer face à Disruptor, qu'est-ce que t'en penses, mon bon Yogo? Ça peut être une bonne chose parce que le mec il peut pas micro-gérer absolument partout et comme on l'a dit au début, quand t'as la gold, le but c'est d'aller agresser, alors il n'a pas profité tant que ça. Et si le mec gère le disrupteur, il gère pas chez lui. Et toutes les 10 secondes, enfin mine de rien, là où avant, allez hop, 12 rounds, c'est fini. Bah maintenant t'es all-in. Parce que même si l'overcharge c'est assez facile, parce que c'est puissant, toutes les 10 secondes, toutes les 11 secondes t'es obligé d'avancer. Oh non. Ah là 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 là. Kill de Destro qui est en train de se faire, Yogo. Oh non, j'ai mal à mon cercle, là, franchement. Attention, c'est dur ça. Attention quand même, parce que là il y a un double front, il y a un disrupteur qui va faire mal quand même, et il n'y a plus grand chose ici. Ici non plus, Destro qui réalise une défense exceptionnelle avec 20 prop de plus que son adversaire, Yogo. Oui, c'est bien Imre, c'est bon. Non mais ouais, elle était parfaite. GG Destro, la réponse excellente. Ça arrive des fois, tu parlais du transfert d'ouvriers, tu vois, genre derrière le sport. Là, il y avait le transfert d'ouvriers, mais sur un single pack de minerais, c'était un peu l'inverse.
C'est le risque. Puis, puis pour le coup, on place deux placements de bâtiments qui sont au pixel près, histoire que ça soit parfait. En tout cas, le premier vrai all kill de cette Nation Wars, c'est à l'actif de Destro. Qu'est-ce que t'en as pensé? Quand même, quand on fait pas attention à ce qui se passe, putain. Ça s'est joué en 5 secondes à peu près, là, finalement, la game, au final. Parce que il était pas bien engagé, mais pas non plus au fond du trou. Enfin, c'était largement jouable pour Armax, et 2 disrupteurs plus tard, la game est finie, quoi. 2 boulettes plus tard. Ah, bah c'est la dure loi du jeu. As-tu déjà vécu cette situation? J'ai déjà vécu ça, mais j'ai pas quitté aussi rapidement après m'être pris debout. Je me disais, oh, ça va, c'est que debout, on va essayer de voir ce qui se passe après. Non, j'avoue, là, il aurait pu peut-être tenter un peu plus ou en tout cas attendre avant de diriger. En tout cas, c'est un peu dur de se prendre 2 boules de disrupteur comme ça. T'arrives, tu fais un gros go, tu vois pas le disrupteur arriver, tu fais oups, il faut que je parte. Et puis ton armée est morte, littéralement, quoi. Là, la B3, elle allait de toute façon être sécurisée pour Destro, sachant qu'il avait fait un gros travail sur la B3 adverse juste avant pour péter au moins une dizaine de drones sur la gold. C'est sûr que l'avantage, il était pris, il lui suffisait de défendre, c'est ce qu'il a fait. Superbement joué, et il n'y a rien à dire en tout cas sur ce all kill. La précipitation dans ce jeu, c'est 0. C'est en mode tu vas vite, tu te prends un disrupteur, tu te prends un libérateur, tu te prends un lurker. Si tu te précipites, ta pop elle explose. C'est ça qui est c'est hardcore. C'est ça qui fait toute la beauté du jeu, tout simplement. Il faut jouer vite, mais rester dans le contrôle. C'est ça. Tu dois jouer à 400 APM, mais pas se précipiter. Voilà. Et ici, on a un Armax qui s'est malheureusement un peu précipité, un peu puisque pour le coup, s'il perd 12 drones, c'est aussi qu'il tente de défendre. Tu perds pas 12 drones si tu les laisses en place. C'est comme les mines. Bizarrement, des fois, c'est mieux de pas réagir que de réagir trop tard. Tu donnes que 4 drones, mais t'en donnes pas 12 sur tout stacké. C'est ça, tu sais pas. Pareil, quand il monte la rampe et que tu vois la boulette et tu fais oh merde. Si tu recules, si le mec continue de reculer, tu fais exploser, des fois tu te dis, t'espères qu'il est cliqué droit, c'est que la boule te traverse parce que le mec il est pas en train de la. Il y a un moment où c'est tu lâches et puis ok c'est bon c'est passé, tu continues et puis ça s'est bien passé ou pas bien, mais c'est voilà. Oh là 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 là. En tout cas, ça s'est très très bien passé pour quelqu'un qu'on va retrouver en interview d'ici quelques instants, puisque Destro, en plus de son all kill, est le capitaine du Canada. Alors c'est le Canada du coup qui a passé un round et qui jouera le vainqueur du Brésil contre la Suisse. Le Canada qui a aussi eu l'avantage du coup de ne rien révéler des stratégies de ses 2 meilleurs joueurs. Bien, ça. Parce qu'il pourrait y avoir un match un petit peu plus serré derrière. C'est vrai qu'en Suisse, c'est un petit cran au-dessus de la Belgique. Ils auront déjà un petit match à passer contre le Brésil, mais voilà. Enfin, mon petit favori, tu vois, c'est la Suisse. Et s'il venait à passer, je pense qu'on aurait un match bien plus tendu. Donc voilà, c'est pas joué. Donc effectivement, garder cette petite carte de la surprise, surtout Scarlett. Parce que tu peux avoir la surprise, t'as pas montré très joueurs, mais les joueurs on les connaît. On connaît Scarlett, mais on l'a pas vu depuis un an. Et du coup, Hugo et Apollo qui vont pouvoir aller chambrer tout le monde, puisqu'ils sont les 2 seuls à avoir pronostiqué le all kill pour le Canada. Surtout le all kill de Destro. Là, serais-tu aventuré jusque-là? Tu nous as confié. Non, mais c'est là, je t'avais dit, j'avais pronostiqué. Je pensais que ça allait être Huck ou Scarlett qui allait entrer dans le jeu, tu vois, mettre le 4-0. Ah là là. En tout cas, du coup, un gros bravo à Destro qui montre aussi que quand il met le temps sur un jeu, il est capable de montrer un bon niveau de jeu. On l'avait vu un peu en difficulté sur Underdog ces derniers temps. On l'avait dit, je joue à Legacy. Tu fais très bien, on attend de voir sur Legacy. Et là, on a vu, il n'y a rien à reprocher à ce qu'il a montré. Il y a aussi des strats différentes quand même. C'est quelqu'un qui a su varier. Par exemple, les 2 matchs contre Armax, on a 2 BO bien différents, même si tu restes sur des compositions d'armées similaires. Et ça, c'est très très important. Si tu veux pouvoir jouer à un certain niveau, avoir de la variété, au moins dans les build orders. Et puis, pour en revenir à Destro aussi, c'est qu'il fait partie des joueurs un peu comme tu vois en France, où il y avait Céphano et après, t'es un peu perdu. Là, il avait entre chance et pas de chance. Dès qu'il y avait un petit slot pour les NA, t'as un petit Huck ou Scarlett qui arrivait, qui prenait un peu toute la hype. Et puis derrière, il n'y a plus grand chose. Voilà, Destro, right now, avec. On aurait pu lui mettre une petite frite coincée entre les dents aussi. Hein, le bon Destro qui a marché sur l'équipe belge. Où on en sentait honnêtement le potentiel. On sentait qu'il fallait pas grand chose pour au moins passer l'étape Destro et affronter les 2 joueurs professionnels qui se cachaient derrière. Malheureusement, un peu de pression, Destro était plus solide. Ouais, très très solide dans Destro, qui va pouvoir déstresser un petit peu aussi. Alors, StarCraft c'est comme un cordon bleu, un emballage croustillant rempli de cheese. Ah ouais. Plus particulièrement le GSL. Très bien, très bien. Parfait.
Et, pour le coup, les cheese, il n'y en a pas eu. Il y a eu la petite tentative de proxy reaper de la teacher, mais pas C'était plus le que ça. petit fromage chéri, tu vois, le petit cheese, mais pas vraiment. Hop, il t'est placé là. Non. Mais c'est vrai que ça a été plutôt honnête ensuite. Même la goal, la dernière game, on aurait pu avoir les double goal, en fait, non. Oui, non, ils ont joué classique, tout le monde a joué classique et ça s'est mal passé pour les autres, quoi. Death Row a joué classique, les autres ont perdu. Très bon résumé de l'elfe Voilà. sur ce match. Et là, ils ont gagné, donc ça veut dire que là, qu'on perdu, et voilà, quoi. Voilà, très bien. Alors, what Ça fait beaucoup d'écrans. Rendez l'argent du MMC, please. On ne loupe aucun détail. Effectivement. Ouais, non. Il est où le mec? Est-ce que c'est tous les streams dans toutes les langues qu'il a mis sur son. Ouais, je sais ça pas. avait l'air c'est possible, hein, parce que c'était jamais. Enfin, c'était les mêmes images, mais ça devait être en décalé un peu. En fait, il y a avec des gamins un peu différents, et au cas où il y a, tu vois, une petite animation qu'il rate. Ah non, mais il est vénère le mec. C'est beaucoup d'écrans. Mais c'est dit, quand tu les ouvres sur différentes sessions, t'as toujours un petit lag entre. Ouais, non, mais là, les onglets. J'espère qu'il a dupliqué, sinon t'imagines, il y a 8 streams qui sont là, le PC en train de décéder. Tout simplement quelqu'un qui bossait à la NASA qui n'est pas reparti les mains vides. Allez, c'est bien. Alors, en tout cas, pour le Canada, c'est une première étape de fait, hein, on va la répéter, mais il faudra ensuite affronter le vainqueur de Brésil et Suisse. Voilà. Et tu le disais, la Belgique était un peu l'équipe supposément la moins forte. Le problème, c'est qu'elle n'a pas su surprendre de son état de nation la moins forte de ce groupe. Ouais. Elle s'est fait marcher dessus par Desro. C'est ça qui est dommage, parce que par exemple, quand on voit le Brésil, il y a 2 joueurs qu'on ne connaît pas, mais on en a un, bam, qu'on sait qu'il est capable d'aller chercher un petit peu tout le monde. Et malheureusement, même si on avait notre petit favori pour la Belgique, en la personne d'Armax, c'est le meilleur joueur sans être un top joueur capable d'aller chercher un peu n'importe qui quand même, quoi. Et tu l'as dit, pour le Brésil, le meilleur joueur, ça sera Kelazur. C'est quelqu'un qui a fait un top 16 en WSS. C'est ça. Attends, tu confonds peut-être avec Uthermal, non? Top 32 au moins Top pour 32, Kelazur, qui a battu notamment Tielo. Je crois qu'il a fini par se faire sortir de son groupe, mais qui a fait des très très bonnes performances et qui a surtout montré de la consistance durant 2015, plus qu'un Armax. Armax, on le connaît parce qu'il est belge et qu'il joue dans la scène française. À un moment, faut être honnête, genre les casteurs anglais, on a dû les briefs sur qui était Armax. Voilà. Mais c'est le gars qui trade en GM depuis j'allais dire 2 ans, mais peut-être pas plus. Je pense depuis au moins 2012 pour Armax. Et on a l'interview qui arrive du coup de Desro, capitaine, all killer, grand vainqueur et meilleur québécois sur StarCraft. Is here. First of all, congratulations, Desro. Thank you. That was really good. I can't say that nobody was surprised today. I think we kind of anticipated that you could get 1 game or even 2, as Moment said, but you just all killed. How do you feel? It was pretty great. I was worried because Armax is GM, so I was worried going into game 2. But when I saw the lurkers, I was really worried. But it worked out. Everything worked out. And then the PvP, I thought I was a little bit slow and outmatched, but I had great disruptor hits, so I was really happy about that. Yeah, you're the disruptor master, man. I think out of the numerous games that I casted on Legacy of the Void, you've been playing the disruptor like really in an exciting way and dropping everywhere, getting the warp prism speed. Really happy about that. You know that Robo Bay is not doing anything anyway, so just get warp prism speed. I'm really happy about the way you played. Yeah, and I want to give a little shout out to Lilbo this morning for beating Jadong. That last build was taken right from him when I watched it this morning. So. Okay, fair enough. We'll tell him. Moment. I got a question for Huck. What do you think about you, about Desro? What he destroyed everybody. You didn't play. So what is going on in your head? I don't know. I guess I'm thankful. I get like a small break to look over VODs and just chill and relax. Other than that, it's a little surprising, I guess. Not that I obviously don't think he's bad, and I think we're very favored against them, but him to sweep, especially against that GM player, was kind of impressive, and I hope he can do the same against Brazil or Switzerland. That would be nice. Although we don't know actually if we're going to send him first or not, but I'm happy that he's doing well. Okay, good thing. Not revealing any infos yet. Speaking about that, who do you think is better between Brazil and Switzerland? Who do you expect you're going to play in the last match? I want to say Brazil, just like off of the back of Killazur, but I think it's like very top heavy, right? I think Killazur's like
he's either going to stomp through Switzerland, or Switzerland has like a more balanced lineup where a lot of the players are kind of more evenly skilled. So it's hard to say. They can take out Kalazar. Obviously, I think Switzerland's going to win. But if Kalazar does what he plans to do, then he should just all kill Switzerland by himself. Okay. I got one question. How is the level of Scarlett? She play a lot? She play a little? Nothing? I think she's played a decent amount. I know that, like last night, for example, she played No Regret. Not many people are familiar with No Regret, but he's actually really high placed on both GM ladders, EU and NA, so I think he's in pretty good condition, especially with the state of Zerg right now. And Scarlett played against him last night. I'm pretty sure she beat him, and she's had a really good record and done really well on ladder, although I don't know what her IDs are. This is just from, other people saying and her saying, so I think she's actually in pretty good condition. That's actually interesting. She's not even telling you her ID. I didn't ask her. Huh? I didn't ask her either. I don't really care, to be honest. Either way, I think Canada will have a pretty strong lineup. I'm not even looking at this qualifier. I'm just looking at the main season in top 4 at Paris. So you're looking past every single team in your bracket for qualifiers. Yeah, obviously. Okay, fair enough. I like it. Desro, do you have a word for gaming in general? If you want to do it in French, obviously you can do it if you feel like it. Merci beaucoup de regarder. Un truc que j'aime vraiment au gaming, c'est toutes les photos qu'ils prennent du monde qui regarde leur stream dans leur salon ou dans leur chambre. Je trouve ça vraiment interactif. Puis honnêtement, là, props, parce que vous avez 2 streams qui run, français et anglais. Vous êtes vraiment une des meilleures maisons de production. On est vraiment chanceux de vous avoir dans la scène de StarCraft. Merci Thank beaucoup. you a lot. Merci Thanks a lot. Thanks a lot, Desro. Thanks a lot, Huck, for answering our questions. And once again, congratulations for that all kill and going through that first round. Good luck against either Switzerland or Brazil, even though you don't really care about them. So just enjoy this win, and we'll see you later. Okay, ciao, ciao. So yeah, you've heard from the guy. Desro is really happy. Huck doesn't really care about anybody from that qualifier bracket. I'd like to remind you guys that if you want to interact with us on Twitter, just use the hashtag NW3, stands for Nation Wars 3, obviously. If you followed, don't hesitate to take pictures of you with the setup you're looking the stream at. Like right now, we're sitting in a pretty cool couch with a huge ass TV. We're gonna take a picture out of it, but you can do it yourself in your house and just show us how you watch Nation Wars 3, hashtag NW3. You can actually use the at Nation Wars SC2 also if you want our people from communication to actually find the tweets way easier. Moment, do you have anything else to say? Yeah, something for the stream French. N'oubliez pas qu'on va relancer directement sur le tableau des castes français, contrairement aux anglais. Donc on se rejoint tout de suite. And you, my friend, and I love you, everybody. Yes, and for the English stream, obviously we're going to go into a break, and we go back with Switzerland versus Brazil. Stay tuned. Stay here. Du coup, un Desro très content, un Huck qui pense que ça va être une croisière bien tranquille, et surtout, je pense que Huck nous a donné la meilleure analyse possible du prochain match. Oui, c'est ça. Quel Azure all kill ou ça se passe mal pour le Brésil? C'est un petit peu ça. Il y a d'un côté l'équipe du Brésil où taquet l'Azure, et puis après, on ne sait pas du tout comment ça se passe, alors que la Suisse a dit... Voilà, le niveau est un peu plus homogène à un niveau élevé, voilà, parce que tu as du homogène bien bas, et là c'est du homogène en mode, ils sont tous Grand Master et puis plutôt dans le haut du classement. Donc voilà, c'est 2 équipes de type complètement différents, donc le pronostic est un peu délicat, parce que Keladjur va avoir du pain sur la planche, mais en même temps, s'il s'impose en tant que meilleur joueur, il n'a aucune raison de ne pas pouvoir faire un all kill en s'y reprenant à 2 fois. C'est ça, et dans tous les cas, derrière, il faudra affronter le Canada pour le Brésil ou la Suisse. On verra tout ça après la page de pub qui arrive maintenant.